Cette histoire remonte à l'époque où j'étais adolescent et que je venais tout juste d'entrer au lycée. Mes amis et moi vivions dans une ville qui, à l'époque, comptait beaucoup de terres agricoles. Près de chez moi, un centre commercial venait d'être construit. Un jour, mes amis et moi avons tenté d'aller faire du shopping à vélo. Nous avons raté notre tournant et nous nous sommes retrouvés sur une longue route avec une petite pente descendante qui traversait des terres agricoles. N'étant jamais allé au centre commercial auparavant et n'ayant jamais emprunté cette route, nous avons supposé qu'elle nous y mènerait. Au lieu de cela, cette route serpentait à travers des bois de plus en plus denses après la fin des terres agricoles. Au bout de la route, il y avait une vieille maison abandonnée qui tombait visiblement en ruine. Mes amis et moi avons simplement fait demi-tour et nous sommes allés au centre commercial ce jour-là. Mais nous avons fini par revenir encore et encore parce que la route était longue et avait juste assez de pente pour que ton vélo aille plus vite que tu ne pouvais pédaler. Un jour, nous avons fini par nous lancer le défi d'entrer dans la maison. Jusqu'à ce moment-là, nous n'y étions jamais entrés. Mes amis m'ont mis au défi d'entrer parce que j'étais assez sûr que ce serait sans danger si je faisais attention. Alors je l'ai fait. C'était une maison assez vide avec de vieux meubles moisis. Il y avait des trous dans une grande partie du plancher. Un soir d'Halloween, nous sommes retournés à la maison pour jouer à cache-cache juste pour rigoler. Nous avons amené quelques autres amis avec nous car ça allait être un moment vraiment amusant. Du moins, c'est ce que nous pensions. Au début, tout s'est bien passé. Nous avons joué quelques parties, et certaines filles s'éclipsant avec leurs petits amis dans les bois pour s'embrasser. Mais nous avons continué à jouer. Finalement, je suis entré dans le bâtiment pour me cacher à nouveau et j'ai remarqué que, bien qu'il y ait une échelle menant au grenier, il y avait un trou par lequel je pouvais grimper, qui menait à un endroit plus isolé du grenier où on ne pouvait pas me voir aussi facilement. Je me suis dit que c'était la cachette parfaite et j'y ai grimpé. J'avais apporté une lampe de poche, alors je l'ai allumée mais j'ai gardé la lumière dirigée vers le sol pour ne pas révéler ma position à l'extérieur. J'ai commencé à regarder autour de moi quand j'ai remarqué un éclair. C'était le reflet d'une paire de chaussures de nuit. Quelqu'un était déjà ici. J'ai levé la lumière pour voir qui d'autre était déjà ici. Mais ce n'était pas un de mes amis. Il était vêtu de vêtements déchirés. Je n'ai tenu la lumière sur lui qu'une seconde avant de filer hors du grenier. Il m'a fallu environ 3 secondes pour me faufiler à nouveau par le trou, mais le type est resté immobile sans même reconnaître que j'avais jamais été près de lui. J'ai raconté ça à mes amis et on a tous décidé d'arrêter de jouer et de sortir pour regarder le grenier, car une partie de moi était exposée par un trou sur le côté du toit, et il y avait une fenêtre près de laquelle le type se tenait. Personne ne pouvait le voir à travers le trou, alors nous sommes allés regarder par la fenêtre. On a vu un type avec un regard fou dans les yeux et on a juste pris la fuite. L'un d'entre nous l'a dit à ses parents et ils ont appelé la police. La police n'a pas trouvé la personne. Cependant, ce qu'ils ont trouvé me fait vraiment plaisir d'être parti de là aussi vite que je l'ai fait. La police a trouvé 7 doigts, dont 3 étaient en des index droits, ainsi qu'une tête humaine posée sur le rebord de la fenêtre du grenier. Nous ne regardions pas le type que j'avais vu, nous regardions un cadavre. Apparemment, cette maison était utilisée par un gang, et elle était tellement isolée et insignifiante que personne n'y allait jamais à part nous. De plus, ils ont trouvé une machette à l'endroit où j'avais vu le type et plusieurs pièges à l'intérieur de la maison, destinés à attraper les intrus s'ils essayaient de se faufiler dans le grenier par l'échelle. Alors, gars dans la maison vide, ne nous rencontrons pas. Quand j'avais 8 ans, ma famille a déménagé dans une nouvelle maison. Mes 2 parents travaillaient très dur et c'était toujours juste ma sœur et moi, tard le soir jusqu'à ce que mes parents arrivent, suffisamment épuisés pour nous donner le bisou obligatoire sur la joue, le dîner, puis s'effondrer sur le canapé.
C'était en des moments difficiles. Cette maison était en location, mais nous l'aimions quand même. Il y avait cependant une partie que je n'aimais pas, c'était le sous-sol. En vérité, il n'y avait pas grand-chose là-bas. Principalement des cartons avec des choses dont nous n'avions pas besoin ou dont nous n'avions pas encore besoin. Des affaires qui n'auraient pas leur place dans notre nouvelle maison, comme disait ma mère. Nous n'y descendions presque jamais. Il y avait peu d'occasions qui nous obligeaient à aller chercher des choses, sauf bien sûr les décorations saisonnières et ce genre de choses. Je me souviens que ça devait être vers juillet. Nous étions dans la maison depuis environ 8 mois. Et un jour, en passant devant la cuisine, j'ai remarqué que la porte du sous-sol était entr'ouverte. Même si aucun d'entre nous n'allait jamais là-dedans, cela ne m'a pas semblé étrange au début. J'ai simplement refermé la porte et j'ai continué ce que je faisais. Quelques jours plus tard, la même chose. Cette fois, elle est entr'ouverte, mais presque fermée. On dirait presque que quelqu'un est parti précipitamment et a oublié de fermer la porte correctement. Je me suis approché de la porte avec curiosité, en pensant toujours que tout était normal et qu'il n'y avait rien d'anormal dans cette situation. J'ai simplement entrouvert la porte, j'ai jeté un coup d'œil aux marches sombres et menaçantes, puis j'ai refermé la porte doucement dans un grincement. Je l'ai refermée et je suis retourné dans ma chambre pour continuer ce que j'étais en train de faire. C'est à cette période que j'ai aussi commencé à entendre des choses. La salle de télévision se trouvait juste au-dessus des escaliers et de la porte du sous-sol, avec la cuisine de l'autre côté et les escaliers séparant un peu les deux. Alors que je regardais la télévision, il y avait une alerte et j'écoutais attentivement. Tout à coup, j'entends quelque chose. Je baisse le volume de la télévision et je peux distinguer le bruit de pas, aussi lentement et silencieusement que possible, essayant de monter les escaliers. Je me dirige discrètement vers les escaliers, j'ouvre brusquement la porte et je ne trouve rien. Mais j'ai bien entendu les bruits paniqués d'une respiration haletante et peut-être les 3 derniers repas de quelqu'un frappant les marches en bois massif et atteignant le bas. J'étais assez confus. J'ai appelé ma mère et mon père pour qu'ils vérifient en leur demandant de voir s'il y avait un homme dans la cave. Mais quand ils sont revenus de leur descente, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé. Gardez à l'esprit que je ne leur ai jamais explicitement dit ce qu'il y avait là-bas ou ce qui n'allait pas. Alors quand ils m'ont demandé ce qui n'allait pas, j'ai dit que je pensais avoir entendu quelque chose et je n'ai pas donné plus de détails. Ils m'ont dit que c'était probablement juste un rongeur et de ne pas m'en faire. J'ai hoché la tête, d'accord avec eux, et j'ai continué ma journée. Mais les bruits ont persisté. Aussi rares qu'ils étaient, j'entendais des bruitons de pas, des objets qui bougeaient, et ma peur de la cave ne faisait que grandir. J'ai commencé à m'inquiéter que notre cave soit hantée, qu'il y ait une entité sombre vivant sous notre maison. Dans un élan de courage, j'ai confronté ma sœur et je lui ai demandé si, par hasard, elle avait entendu ou vécu quelque chose d'inhabituel dans la cave ou entendu des bruits venant de là. Sans hésiter, elle m'explique qu'elle entend des choses effrayantes venant de la cave. Et comme sa chambre est en face de la porte de la cave, elle me dit qu'il y a des moments, quand elle va se coucher, où elle entend des bruits de pas. Quelqu'un ouvre la porte de la cave discrètement et se dirige vers sa chambre. Elle entend la porte grincer puis se cache toujours sous ses couvertures. Je lui ai demandé pourquoi elle n'en avait jamais parlé à maman et papa, et elle m'a dit que la seule fois où elle a crié pour eux, ce que je ne savais pas car j'ai un sommeil très lourd, quand ils sont venus voir, il n'y avait personne. Alors elle ne savait pas si elle devenait folle ou non. C'est à ce moment-là que nous avons décidé ensemble qu'il fallait enquêter. Alors, quand nous sommes rentrés de l'école ce jour-là, nous avons pris une lampe de poche et une arme dans la cuisine. Nous sommes descendus les escaliers en bois dans l'obscurité, avons actionné les interrupteurs et allumé les lampes de poche pour plus de sécurité. Nous avons fouillé l'endroit de fond en comble, du mieux qu'un enfant de 12 ans peut le faire, je suppose, pour voir ce que nous pouvions trouver. Il n'y avait pas grand-chose.
Nous n'avons trouvé aucune trace que l'homme était ici, ce qui nous a amené à penser qu'il y avait un élément plus paranormal dans notre hantise. Juste avant que nous nous résignions à partir, ai-je remarqué quelque chose d'étrange. Juste à côté d'une des boîtes, il y avait quelques objets éparpillés à l'extérieur, comme si quelqu'un l'avait renversé et avait fait tomber le contenu à la hâte. Je me suis approché pour regarder. C'étaient les décorations de Noël. Bizarre, ai-je pensé. J'ai posé une boule et j'ai regardé mes pieds. Et puis, après avoir déplacé la boîte légèrement vers la droite, j'ai remarqué une poignée de trappes. Notre sous-sol était en fait de terre, donc la poignée d'une trappe était vraiment déplacée. Très habilement dissimulée pour que personne ne la trouve parmi tout le désordre et quelques objets laissés par l'ancienne maison. Nous nous sommes regardés, avons poussé une des boîtes sur le côté et avons envisagé de regarder en bas. Ma sœur, étant la plus courageuse des deux, a ouvert discrètement la trappe car elle grinçait beaucoup, puis elle a regardé dans l'abîme. C'est à ce moment-là qu'elle a vu une lumière tout au fond et un homme qui parlait tout seul. Il était bruyant et grossier, et ma sœur a refermé discrètement et rapidement la trappe aussi vite qu'elle l'avait ouverte. Elle s'est montée en courant à l'étage, a appelé ma mère et mon père et leur a expliqué exactement la situation. Elle a ensuite appelé la police, qui est arrivée extrêmement vite, même avant mes parents, et est descendue arrêter le type. Il s'est avéré qu'en dessous de notre sous-sol, il y a quelques petits tunnels qui relient certains des magasins et des entreprises de la ville. Naturellement, ces entreprises ont dû sceller leur sortie une fois qu'elles les ont trouvées. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme. Nos parents ont refusé de nous le dire. Mais je suis simplement content qu'il soit parti de nos vies et que nous n'ayons plus jamais à le revoir. Je travaille de nuit dans un aéroport à nettoyer des avions pour différentes compagnies aériennes. J'ai récemment obtenu le badge pour commencer à nettoyer pour une deuxième compagnie aérienne. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce que je commence à travailler sur ces deux avions. Je nettoie le même groupe d'avions chaque nuit car ils restent à mon aéroport pendant la nuit. Eh bien, pendant que je travaillais sur l'un de ces deux avions pour la compagnie aérienne, j'ai remarqué que quelqu'un descendait l'allée derrière moi. Je pensais que c'était mes collègues qui me laissaient nettoyer l'avion tout seul. Mais quand j'ai regardé autour de moi, mes collègues étaient en trace l'autre bout de l'avion, encore en train de travailler. Ça arrive pratiquement chaque nuit où je travaille. Je vois des gens passer derrière moi ou j'entends des pas. Et quand je regarde autour de moi, il n'y a personne. Ce n'est pas vraiment un gros problème, mais c'est tout ce que j'ai. Vu que je ne crois pas aux fantômes, mais c'est quelque chose qui me dérange. Alors la prochaine fois que tu prendras l'avion, fais attention. Il pourrait être hanté. Depuis ma naissance jusqu'à environ l'âge de 14 ans, j'ai vécu à la campagne. L'été 2011, ma famille a emménagé dans une maison qui se trouvait en centre-ville. Inutile de dire que j'étais super excité. Nous avions déjà vécu des phénomènes paranormaux dans la maison, donc la famille était déjà un peu nerveuse à propos du nouvel endroit. Un voisin nous avait aussi dit qu'il pensait que la dame qui vivait dans notre maison avant nous avait mis fin à la vie de son mari. Mais nous avons haussé les épaules et avons pensé qu'il plaisantait. Environ une semaine plus tard, mon grand-père était dehors en train de bricoler dans le garage. Je pouvais l'entendre parler à quelqu'un dehors et en regardant par la fenêtre, j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme d'une quarantaine d'années qui parlait à mon grand-père. Je le vois secouer la tête et elle avait l'air vraiment triste. Elle est ensuite tombée à genoux et sanglotait pratiquement devant lui. Je me sentais vraiment mal à l'aise, mais je ne voulais pas me retrouver dans cette situation gênante. Après son départ, j'ai demandé ce qu'elle voulait et, à ma grande surprise, il m'a dit qu'elle était l'ancienne propriétaire et qu'elle voulait entrer dans la maison pour vérifier spécifiquement la cheminée dans le grenier. J'ai repensé rapidement à ce que le voisin nous avait dit. Peut-être que cette dame avait tué son mari et l'avait caché dans un de ces endroits.
Je sais que ça paraît sortir d'un film, mais pourquoi s'intéresserait-il seulement à ces choses sinon? Peut-être qu'elle avait caché de l'argent et l'avait planqué là-bas. Encore quelques semaines ont passé et ma sœur était seule à la maison. Elle était constamment dehors, donc elle n'avait pas entendu parler de l'ancienne propriétaire. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre une douche, elle a entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Heureusement, elle était verrouillée. Ma sœur a dit qu'elle avait vu la femme faire le tour de la maison et commencer à frapper à toutes les portes et fenêtres en suppliant qu'on la laisse entrer. Ma sœur a appelé ma mère, terrifiée. Alors nous sommes toutes les deux rentrées rapidement en voiture, mais la femme était partie. Ma mère a appelé la police, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient vraiment rien faire puisque la femme était déjà partie. À ce moment-là, j'avais peur. J'avais vu tellement de films d'horreur que je savais que ça ne pouvait pas bien finir. Les choses ont commencé à s'arrêter au bout d'un an et demi. Un ami à moi a emménagé avec nous et un jour nous étions dehors en train de jouer au basket. Un SUV s'est arrêté à côté de notre allée et quand la vitre s'est baissée, c'était en fait la folle. Elle avait l'air de s'être arrangée et était maintenant plutôt attirante. Elle a commencé à flirter avec moi et mon ami, nous traitant de mignons et nous faisant des clins d'œil, mais je savais ce qu'elle faisait. Elle m'a demandé si je voulais la faire entrer dans la maison et j'ai dit non, mais elle a insisté. Heureusement, ma mère est sortie et a commencé à parler à la femme. La dame s'est mise à pleurer et à supplier pour qu'on la laisse entrer dans la maison parce qu'elle avait désespérément besoin de voir la cheminée dans le grenier. Ma mère a continué de refuser, mais la dame ne voulait pas partir. Cette partie peut sembler un peu dure, mais je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre. À l'époque, je commençais tout juste à faire des films et j'avais à la maison des pistolets en factice qui semblaient très réalistes. À ce moment, ma mère et la dame ne se disputaient pas, mais leur conversation semblait pouvoir tourner à la dispute. J'ai pris un pistolet factice, suis sorti dehors ce qui était très stupide, et l'ai mis dans mon pantalon devant la dame. Comme je m'y attendais, la dame a dit quelques derniers mots à ma mère, puis elle est partie rapidement en voiture, et après cela, nous ne l'avons plus jamais revue. Quand nous avons enfin pu parler au voisin qui nous avait dit que l'ancienne propriétaire avait mis fin à la vie de son mari, il nous a pratiquement dit « je vous l'avais bien dit » et nous a conseillé de démonter la cheminée et de vérifier le grenier. Nous avons choisi de ne pas le faire. Après presque 8 ans dans cette maison, nous venons tout juste de revenir à la campagne. Il se passe des choses étranges dans notre nouvelle maison, mais je suis content d'être loin de cette femme folle et j'espère vraiment ne plus jamais la revoir. Cela m'est arrivé il y a plusieurs années. Une altercation entre mes parents et moi m'a laissé sans domicile. Ne t'inquiète pas, tout va bien entre nous maintenant. C'était entièrement de ma faute. Je n'aurais vraiment pas dû ramener ces drogues à la maison. Mais comme j'étais un idiot de 18 ans sans argent, j'étais désespéré. Cependant, le fait d'être expulsé de la maison m'a remis dans le droit chemin. J'ai dû trouver un travail car à l'époque, je passais la plupart de mes journées à la maison à jouer à la Xbox, au point que la frustration de mes parents a énormément grandi. C'est pour cela que cette histoire est arrivée en premier lieu. J'avais besoin de trouver un travail et un ami à moi travaillait dans un cinéma du coin et m'a dit qu'ils avaient toujours besoin de personnel. Leur taux de rotation du personnel était complètement fou. Alors je les ai contactés et en 3 jours, ils me faisaient passer un entretien. Je me présente, ils me lancent un sourire en coin et on éclate de rire dans la salle d'entretien. Ils me posent quelques questions classiques, détendues, et à la fin, il me dit « Ouais, Brian, tu as le poste ». C'était plus une formalité qu'autre chose. Et à la fin de la semaine, j'ai mon uniforme, mon planning, et je vais finir par être payé. En fait, j'ai emménagé chez lui pendant quelques semaines juste pour me remettre sur pied et on passait des moments formidables au cinéma. Honnêtement, il n'y a pas tant de travail à faire. C'était une petite ville et le cinéma était le seul de la ville. Donc c'était populaire le week-end, mais en semaine, il ne se passait pas grand-chose, surtout pas pendant la journée. Ce cinéma était vieux, vraiment, vraiment vieux. Je dirais qu'il datait d'environ 1910 ou quelque chose comme ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un sous-sol sombre et inquiétant en bas qui abritait toutes sortes de vieilleries. C'était flippant et il y avait ces lumières qui mettaient une éternité à s'allumer. Je les appelais les lumières vacillantes. On descendait de temps en temps au sous-sol pour y entreposer de vieilles affiches de films, des silhouettes en carton et des choses comme ça, qui pourraient en être utiles plus tard ou qu'on pourrait utiliser comme cadeau et prix pour encourager les ventes au cinéma et faire revenir les gens. On est comme ça, nous. On ne les jette pas simplement. En tout cas, nos descentes au sous-sol étaient assez fréquentes pour que j'en aille peur. Il faisait sombre, c'était un peu humide, et ça sentait mauvais. Il y avait toujours cette sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait dans le noir. Pour expliquer, c'était une très grande pièce sombre, juste en dessous de l'un des principaux théâtres, avec d'énormes piliers de soutien. Ça ressemblait presque à un parking, c'était aussi grand que ça. Au bord, une petite cabine avec une fenêtre en verre était présente. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui était censé être là. Est-ce que c'était la sécurité ? En tout cas, nous n'avions pas vraiment de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que cet endroit était vraiment très glauque. Beaucoup de vieilles choses, de vieilles boîtes et des affaires que les gens avaient pour la plupart oubliées. Après quelques mois à y travailler, j'avais pris l'habitude. J'étais en fait un très bon employé. Et mes amis et moi nous entendions parfaitement et le théâtre marchait très bien sur le plan commercial. C'est lors d'un de ces jours où je n'avais pas grand-chose à faire que mon patron est venu me voir et m'a demandé si je voulais faire un peu d'heures supplémentaires. Moi, étant jeune et avide d'argent, je lui demande exactement en quoi cela consiste, et il m'emmène en bas, dans les escaliers, jusqu'au sous-sol. Quand je ressens une douleur à l'estomac. Oh non. Il me dit qu'il veut que j'organise et que je me débarrasse de tout ce dont nous n'avons pas besoin ici. Que je dois faire une liste de tout ce que nous avons, l'organiser pour qu'il puisse la consulter et me dire ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder. Et une fois que c'est fait, que nous organisions ce qu'il reste. Il a dit qu'il n'était pas sûr de combien de temps tout cela prendrait, mais qu'il aimerait que je reste après les heures ou que je vienne avant le début de mon service, selon ce qui m'arrange, et que j'essaie de faire autant d'heures que nécessaire pour régler ça. La rémunération pour cette tâche était assez bonne, et le fait qu'il ne m'ait pas dit combien d'heures cela prendrait signifiait que je pouvais aller aussi vite ou aussi lentement que je le voulais, ce qui était agréable parce que l'ambiance était vraiment détendue. Donc j'ai commencé tôt un vendredi après-midi, je suis arrivé au théâtre vers 8 heures et, étant le seul à l'intérieur, je suis descendu au sous-sol. J'ai commencé à fouiller dans les boîtes, plein de vieilleries et de trucs au hasard. Des magazines de la ville dans lesquels on parlait de nous. De vieilles affiches, de vieux produits dérivés, plein de choses. J'ai même trouvé un très vieux projecteur et je me suis demandé si je pouvais le ramener chez moi si personne n'en voulait ou s'il fonctionnait encore. Alors que je fouillais dans les affaires, sans me mêler de rien, est-ce que j'entends quelque chose derrière moi ? Ça venait vers cette petite cabine bizarre, dans le coin dont je ne savais toujours pas ce que c'était. Je me suis demandé si ça pouvait être un rat. Je déteste les rongeurs de tout genre et je n'avais rien pour me protéger. Alors j'ai attrapé le balai à côté et j'ai commencé à m'approcher discrètement, pour voir si j'entendais le bruit plus tôt. Juste au moment où j'allais atteindre cette cabine, j'entends à nouveau un bruit et je sursaute. Ça ressemblait à des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve qu'on écrase ou qu'on déplace. Ma tête était cachée derrière un pilier. En reprenant mes esprits, je me suis déplacé et j'ai jeté un coup d'œil autour du pilier. Il y avait une paire de pieds qui dépassaient de la cabine posée sur le sol. Je me suis approché aussi discrètement que possible pour voir qui pouvait bien être là. Est-ce que c'était l'un de mes amis qui me faisait une blague ? En m'approchant, j'ai vu le visage d'un homme sans abri à l'air ébouriffé. Il dormait. Il se tortillait et tout autour de lui, il y avait des canettes de bière, des canettes de Monster, de la vieille nourriture, des paquets de sneakers et d'autres trucs. Mes yeux se sont écarquillés en réalisant que ce type n'était pas censé être là,
et je suis sorti discrètement de là, en courant aussi vite que je pouvais. Quand je suis arrivé en haut, j'ai appelé mon responsable, que j'ai en fait réveillé, et je lui ai demandé s'il savait qu'il y avait un sans-abri dans le sous-sol. Il s'est immédiatement réveillé et m'a dit d'appeler la police tout de suite. Les policiers sont arrivés, mais quand ils sont venus, l'homme était parti. Je pense que c'était à cause de tout le remue-ménage. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'à l'arrière de la petite cabine, il y a en fait un trou secret qui mène à l'une des salles vers le fond, et ensuite on peut simplement sortir par l'une des sorties de secours. C'était incroyablement étrange et perturbant. Mon responsable m'a dit qu'il comprendrait si je ne voulais pas faire la tâche, mais comme j'avais vraiment besoin d'argent, je lui ai dit de me laisser 1 semaine pour m'en remettre et que je le ferais quand même. Il a fallu 3 semaines entières pour terminer la tâche, mais le sous-sol avait de nouveau bonne allure et nous avons pris soin de sceller cette porte de sous-sol cachée. Nous avons enlevé la cabine et tout allait bien. J'ai démissionné peu après pour un meilleur emploi dans une autre ville, avec une vraie carrière, et j'ai tenté de faire quelque chose de ma vie. Je suis content que ces événements soient arrivés, car cela m'a mis sur la bonne voie. Mais à l'homme sans abri qui se cachait dans le sous-sol du cinéma, j'espère qu'on ne se reverra jamais. Tout cela est arrivé avant le divorce de mes parents. Nous vivions tous dans une maison à 2 étages avec un grenier et un sous-sol. C'était une maison ordinaire pour une famille de 5. Mes parents, moi-même et mes 2 frères et sœurs. La nuit, mes parents dormaient au premier étage et mes frères et sœurs et moi au deuxième. Je me suis toujours senti vraiment mal à l'aise dans cette maison, surtout quand j'étais à l'étage. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je me sentais très anxieux et nerveux, et mon frère ressentait la même chose. Nous avons tous deux vécu certaines choses. Il a entendu des voix l'appeler et même un coup frappé dans le grenier. Quand j'étais seul dans la maison et que j'étais dans ma chambre, j'entendais comme si quelqu'un déplaçait les chaises dans le salon. Récemment, ma sœur a aussi avoué avoir entendu la même chose. Même si c'était effrayant, nous y étions habitués et nous essayions de trouver des explications rationnelles à ces bruits. Cependant, il y a un événement que mes frères et moi n'arrivons toujours pas à expliquer. C'est arrivé il y a environ 6 ans. Il était environ 3 heures du matin et je me souviens que je me sentais assez anxieux sans raison apparente. C'est pourquoi j'ai décidé d'envoyer un message à l'un de mes amis au lieu d'essayer de dormir. Ma sœur était somnambule. Ça s'est arrêté après notre déménagement et cette nuit-là, comme d'habitude, elle est sortie de son lit, a marché un peu dans le couloir, puis est retournée dans sa chambre. Les murs étaient très fins, donc je l'ai entendue quand elle a fermé sa porte et est retournée dans son lit. Et c'est tout. Elle n'a plus bougé. Mais après ça, quelqu'un marchait encore dans le couloir. J'ai d'abord pensé que c'était mon frère, que je ne l'avais pas entendu sortir de sa chambre. Mais alors que j'allais aller voir, ça s'est arrêté. Et c'est là que j'ai entendu quelqu'un gratter à ma porte. Je me souviens encore du bruit. C'était lent et bruyant, et ça a duré environ 1 minute. J'avais trop peur pour sortir. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon frère. Mais environ 5 à 10 minutes après que le bruit de grattement se soit arrêté, je l'ai entendu sortir de sa chambre pour aller aux toilettes, puis il est retourné dormir et ne s'est plus réveillé. À ce moment-là, j'étais vraiment confus et effrayé. Je ne pouvais tout simplement plus sortir de ma chambre. Je n'ai jamais vérifié qui ou quoi se trouvait derrière la porte. À un moment donné, je me suis endormi simplement parce que j'étais tellement épuisé. Ma lampe de chevet était encore allumée. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé pendant la nuit et ma lampe était éteinte. J'ai cru que l'ampoule avait grillé, mais non, quelqu'un l'avait éteinte. Le matin, dès que je suis descendu, mon frère est venu vers moi et m'a demandé si j'avais entendu les bruits dans le couloir pendant la nuit, si j'avais entendu les pas et si j'avais entendu une voix. Je lui ai dit que oui, sauf la voix. Et c'est là qu'il m'a dit qu'après être retourné se coucher, il a entendu quelqu'un chuchoter son nom, mais assez fort pour le réveiller.
Et c'est là qu'il a vu sa porte à moitié ouverte, alors qu'il était sûr de l'avoir fermée. J'ai aussi demandé pour l'interrupteur, mais tout le monde m'a juste regardé comme si j'étais fou, et m'a dit que personne n'était entré dans ma chambre pendant la nuit. Quand mes parents ont divorcé, nous avons emménagé dans une autre maison avec ma mère, et maintenant je ne vais chez mon père que tous les 15 jours, le week-end. Mais depuis que nous avons déménagé, je me sens moins anxieux quand je suis chez lui, et il ne s'est plus rien passé. Le truc, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi ma sœur n'a jamais rien vécu. Pourquoi ça s'est arrêté soudainement? Et évidemment, qu'est-ce qui ou qui était derrière ma porte cette nuit-là? J'aimerais commencer par dire qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison, mais je vais partager la plus effrayante. La zone où se trouve ma maison était autrefois une prairie ouverte, et nous avons trouvé des objets amérindiens dispersés dans les environs. Quand mes parents ont divorcé alors que j'étais un jeune adolescent, ma mère et moi avons emménagé dans cette maison. Au début, cela semblait génial. Il y avait beaucoup d'espace et la maison avait une ambiance très chaleureuse. Cependant, avec le temps, des choses étranges ont commencé à se produire. Plus je les remarquais, plus elles devenaient fréquentes. J'entendais quelqu'un marcher en bas pendant que je me brossais les dents et je supposais que c'était ma mère. Mais chaque fois que je vérifiais, il n'y avait personne. Les bruits de pas sont devenus un son très courant dans ma maison, surtout la nuit. Donc après un certain temps, j'ai fini par réaliser que, mince, ma maison est hantée. C'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Un jour, mon bon ami et moi venions de passer du temps dehors au soleil et nous avons décidé de nous réfugier chez ma mère. Comme elle était partie en voyage d'affaires, on s'est dit que ce serait génial. Mon ami et moi pouvions aller boire ou faire toutes les activités malicieuses que nous voulions. Nous avions tort. Nous sommes entrés et nous sommes allés directement au sous-sol, où il faisait plus frais que dans le reste de la maison. En descendant les escaliers, j'ai remarqué que l'affiche du Yellow Submarine des Beatles, accrochée en bas de la cage d'escalier, était légèrement inclinée vers la gauche. Pas de souci, me suis-je dit. Ça a dû être moi ou quelque chose qui l'a heurté. Je l'ai remise en place et nous sommes entrés dans la pièce principale. Je précise qu'on avait des photos et des affiches accrochées partout dans le sous-sol. Ce que mon ami et moi avons vu nous a vraiment fait flipper. Toutes les 10 à 15 photos accrochées à ces trombelanites, accrochées à ces murs, étaient un temps toutes légèrement inclinées vers la gauche, exactement comme les Beatles l'avaient été autrefois. Mais l'étrangeté de la situation ne s'est pas arrêtée là. La remise Guantin, qui était essentiellement une pièce au sol en terre battue surélevée d'environ 1,20 mètres, avait sa porte entr'ouverte. Alors je me suis approché pour voir une lueur dorée en sortir. Il y a une lampe avec une cordelette à tirer. Allumée, elle se trouvait à environ 3 mètres de la porte. Je saute et entre dans la pièce de rangement, je rampe à 4 pattes pour éteindre la lumière en espérant que tout cela ait une explication naturelle. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé et elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais et qu'elle n'était pas allée au sous-sol depuis des semaines et de la laisser tranquille pendant son voyage. Des frissons me parcourent l'échine. Je reviens dans la pièce de stockage et remarque une empreinte de pas dans la terre. L'empreinte de pas la plus déformée et tordue qu'on puisse imaginer. Je suis figé de peur, mon ami aussi. Sans dire un mot, nous nous regardons, chacun ressentant une sensation écœurante et bouleversante. J'ai claqué l'espace de rangement, je l'ai verrouillé et nous avons filé hors de ma maison aussi vite que possible. Je n'oublierai jamais à quel point cette empreinte était écœurante et déformée. Et penser que j'étais entré là-dedans pour éteindre la lumière me donne encore des frissons aujourd'hui. Je suis une femme de Californie, je ne suis pas une voyageuse. Je ne peux conduire que quelques heures avant que mes jambes se crispent. Et le train? J'ai peur. En ce qui concerne l'avion, j'ai pris l'avion quelques fois pour aller dans l'Ohio. Et la dernière fois qu'on est rentré en avion, ils ont annulé le vol. Et c'était pendant l'ouragan Frank quand mon fils avait 7 ans. Quelques années plus tard, mon fils est en camp d'entraînement dans le Kentucky.
Nous sommes invités à assister à sa remise de diplôme du camp d'entraînement. Et ai-je mentionné que c'est dans le Kentucky? Mon mari et moi avons décidé de prendre l'avion pour assister à la remise de diplôme de notre fils unique au camp d'entraînement, et j'avais vraiment hâte de voir tout ce qu'il avait fait, alors nous avons réservé un vol. Le vol était magnifique. J'étais encore nerveux, mais voir mon fils obtenir son diplôme valait bien quelques papillons dans le ventre. Il nous a fait visiter Fort Knox, la base militaire, pas le bâtiment où l'on stocke l'or, et nous avons pu voir où il avait fait ses différents exercices. Nous avons passé une visite merveilleuse. Même si, étant natif de Californie, le Kentucky a été un vrai choc culturel pour moi. Nous avons visité Killian et vu des choses intéressantes à travers l'État. Ma partie préférée, c'était d'aller chez Subway, le restaurant de sandwich, et de demander de l'avocat sur mon sandwich. Ils m'ont alors regardé très confus et m'ont demandé « C'est quoi l'avocat ?» La cérémonie de remise des diplômes était magnifique, et tous les jeunes soldats étaient très beaux. Nous avons pris l'avion pour rentrer chez nous, ce qui était très agréable, et je commençais à penser que je pourrais devenir aviateur. Mon fils a été envoyé à Fort Hood pour sa formation Advanced Individual Training. C'est une formation pour son poste spécifique. Il était tankiste et il adorait Fort Hood. Ils ont organisé une cérémonie de remise de diplôme à laquelle mon mari et moi sommes revenus en avion, et le vol s'est bien passé. Nous avons visité une petite partie du Texas autour de la base et vu des choses intéressantes. Au moins, il savait ce qu'était un avocat. Et quand le temps de visite de mon fils était terminé, nous avons dû reprendre l'avion pour rentrer chez nous. En fait, j'attendais avec impatience le vol de retour et j'étais juste un peu anxieux. Nous avons dit au revoir et nous étions en route pour l'aéroport. Nous sommes montés à bord d'un grand et bel avion et notre vol nous a emmenés de Fort Hood au Texas, juste au-dessus d'Ontario où nous devions aller. Ensuite, directement à LAX, en plein cœur de Los Angeles, qui est une ville dont j'ai une peur extrême. Notre vol du Texas à LAX s'est déroulé sans incident et a été agréable. Waouh, je suis un vrai voyageur. Je peux voyager et aller partout. C'est très excitant pour moi parce que je n'ai pas pu faire grand-chose à cause de mes peurs. Et maintenant, ça change. Ou bien, est-ce que ça change vraiment ? LAX était comme d'habitude un endroit chaotique, mais nous sommes arrivés à l'heure et sans incident. Nous avons enregistré notre vol pour Ontario, une destination accessible en voiture. Notre vol pour Ontario International Airport a été modifié plusieurs fois pour des raisons dont je ne me souviens plus. Nous avons finalement obtenu un vol et nous nous sommes rendus à la porte d'embarquement pour attendre. Ils ont enfin appelé pour l'embarquement et je m'attendais à entendre l'annonce habituelle. Les passagers de première classe peuvent embarquer maintenant. Ensuite, les rangées 1 à 10, etc. Mais à la place, ils ont simplement annoncé que tous les passagers pouvaient embarquer maintenant. Et il y avait quelque chose que mon mari ne me disait pas alors que nous nous dirigions vers les portes menant à l'avion. Et alors que je marchais vers cette porte, j'ai regardé sur le tarmac et je n'ai pas vu la passerelle surélevée qu'ils utilisaient pour nous faire monter à bord des gros avions. Nous allions directement sur le tarmac. Je me suis arrêté à la porte menant dehors et mes jambes ont décidé qu'elles ne voulaient plus avancer. Alors j'ai attrapé le cadre de la porte pour ne pas tomber. J'avais l'air d'un enfant têtu accroché à ce cadre de porte pour ne pas aller à la salle de bain prendre un bain. Maintenant, imaginez une femme en surpoids et épuisée faisant la même chose, mais dans un aéroport. Les gens à l'intérieur ressemblaient à des dominos où se rentrait dedans, alors mon mari m'a simplement poussé comme il le fait d'habitude, sur le tarmac et jusqu'en haut des escaliers, menant à ce petit avion à hélice qui pouvait contenir peut-être 10 à 20 personnes. Alors que je suis poussé jusqu'en haut des escaliers, chaque marche me donne l'impression de marcher dans l'eau. Nous arrivons en haut et une hôtesse de l'air me conduit à mon siège. Je ne peux pas bouger. Une hôtesse de l'air me regarde et dit « Allez, venez », pendant que mon mari me pousse et que je décide de m'asseoir sur le premier siège que je vois, juste à côté d'un monsieur dont je ne me souviens pas. Il cède gracieusement sa place à mon mari, resté sans voix, pour qu'il puisse s'asseoir à côté de moi, ce qui, en fin de compte, s'est avéré être une chance pour lui d'avoir changé de place. Je n'arrive ni à respirer, ni à parler, ni même à avaler une gorgée d'eau de la bouteille que mon mari sort magiquement de son sac à dos avant de la poser je ne sais où.
Au décollage, l'hôtesse de l'air s'attache sur un siège face aux passagers et paraît calme, donc je ne m'inquiète pas. En montant dans l'avion, j'ai remarqué un peu de vent, ce qui ne m'inquiétait pas. Au décollage, je perds le contrôle. Comme il y a beaucoup de vent, nous devons décoller dans la direction opposée au vent, c'est-à-dire vers l'océan. Ma plus grande peur, c'est de voler au-dessus de l'eau. Dès que l'avion fait demi-tour au-dessus de l'eau, il y reste juste assez longtemps pour que je perde le contrôle. Alors qu'on prend de l'altitude, je remarque une légère sensation de rebond et ça s'aggrave beaucoup. On atteint l'altitude de croisière et j'ai l'impression d'être une balle de ping-pong dans un sèche-linge. Alors que je tiens ma bouteille d'eau, toujours incapable d'en boire, on rebondit dans tous les sens dans le ciel. Mon mari n'arrête pas de me dire de me calmer, que le vol est tranquille et qu'on y est presque. L'hôtesse de l'air n'a même jamais quitté son siège et elle gardait les yeux fixés sur moi pendant qu'on volait. J'ai essayé de retenir ma respiration, mais ça ne dure jamais très longtemps. Je regarde par la fenêtre et je tremble tellement que mon mari ferme le volet de la fenêtre. J'étais sûr que l'avion allait s'écraser et j'imaginais déjà la couverture médiatique. Un avion de passagers s'est écrasé à cause des vents de Santa Ana. Information à 23 heures. Nous atterrissons et je n'arrive pas à respirer, je suis sûr que c'est la fin. Pourquoi n'ai-je pas pu mourir avant qu'on monte dans l'avion ? Nous atterrissons en Ontario et voilà. J'étais ruiné. À peine arrivé sur le tarmac, j'ai dit à mon mari que je ne reprendrais plus jamais l'avion et que s'il essayait, je lui tordrais le cou. Mon fils n'est plus dans l'armée et il obtient son diplôme universitaire ce week-end et heureusement, c'est dans la région. Mon mari a proposé qu'on fasse une croisière l'an prochain. Elle part de Washington, alors je ferais mieux de commencer à marcher dès maintenant. Le plus effrayant, c'est que c'est une croisière de 7 jours en Alaska. J'ai vraiment le mal de mer et on va être sur un bateau au milieu de l'océan pendant 7 jours. J'ai le mal de mer même sur le ferry de Balboa, qui ne fait qu'un trajet de 300 pieds. Parfois, je pense que mon mari ne veut plus de moi. Il m'est arrivé certaines choses, mais la plupart de tout ça est arrivé à mon frère. En fait, le plus qui me soit arrivé, c'est que si je quittais le sous-sol, comme regarder la télévision pour aller prendre un encas, je revenais et certaines choses n'étaient plus à leur place. Par exemple, les télécommandes de la télévision, des assiettes qui restaient mais là-bas. Parfois, les télécommandes étaient 3 mètres plus loin que prévu. Et chaque fois que j'allais se voir ma famille, pour savoir s'ils avaient assez touché à quelque chose, la réponse était toujours non. Parfois, j'entendais mon nom être appelé, mais j'écartais vite cette idée, car je me disais que j'avais peut-être rêvé. Je ne m'en faisais pas trop à ce sujet, car il n'y avait aucune raison de m'inquiéter. Je l'ai toujours simplement ignoré. C'est ici que toutes les choses étranges commencent. Mon frère m'a toujours raconté des histoires où il entendait des choses, comme sa voix appelée par nos parents à 3 heures du matin. Les 2 plus grands événements qui lui sont arrivés, c'est-à-dire que c'était d'abord quand il était assis à jouer aux jeux vidéo dans sa chambre au sous-sol, et il y a une sorte de couloir ou de pièce avant d'entrer dans la sienne. Alors qu'il s'amusait, il a ressenti un grand froid sur son épaule droite, et il a essayé de la réchauffer, mais ça ne marchait pas. Et quand il a tourné sa chaise vers la droite et a regardé dans le miroir, il faisait face à la porte et il a vu une ombre entrer ou sortir de sa chambre. Et puis, à un autre moment, il entendait des choses à l'extérieur de sa chambre. Alors il se lève, va à la salle de bain, en sort, et il grogne derrière notre table de billard. Nous n'avons pas de chien. Il se fait dessus, court dans sa chambre et la verrouille. Peu de temps après qu'il ait verrouillé la porte, la poignée de sa porte bouge pendant environ 30 secondes puis s'arrête. Étrangement, pourtant, je n'ai pas vraiment peur de mon sous-sol. Mais la nuit, je n'aime pas être là-bas tout seul. Un ami à moi a acheté une nouvelle maison. Il a fait une très bonne affaire. C'était environ 100 000 $ ou quelque chose comme ça. Vraiment bien pour une petite maison. Dès qu'il a emménagé, quelque chose clochait. Il y vivait avec sa petite amie. La première rencontre avec les bruits
a eu lieu lorsqu'ils étaient à l'intérieur de la maison en train d'emménager. Mon ami montait au grenier pour ranger quelques affaires supplémentaires qui ne rentraient pas ailleurs. Alors qu'il montait l'échelle, il a entendu un bruit de grattement. Il est monté et une odeur terrible l'a frappé. C'était une maison de 20 ans et il n'y a pas prêté attention. Après être descendu, il a entendu un bruit dans le grenier. Il a pensé que c'était un rongeur et, après quelques semaines, il a appelé un exterminateur. L'exterminateur était monté et a trouvé un tas de cocaïne, d'héroïne et de tous les stupéfiants auxquels on peut penser, simplement posés là. Il a appelé la police qui est arrivée et a fouillé la maison. Mon ami a été menotté, la maison a été fouillée et dans le grenier, ils ont trouvé un tuyau dans un coin menant au vide sanitaire. À leur connaissance, ils n'avaient pas de vide sanitaire. Les flics sont redescendus et ont fouillé la maison. Ils n'ont finalement rien trouvé et mon ami a pris l'initiative de casser la base sous la maison. Il a découvert un espace de vie avec ses affaires du grenier, un type aux longs cheveux bruns, un sweat à capuche déchiré et les chaussures de rechange de mon ami. Il a crié pour appeler les flics qui étaient encore devant et il s'est tiré de là en vitesse. Les flics ont demandé à l'homme de poser son arme, ce qu'il a fait, puis ils lui ont dit de se mettre les menottes. Il s'est dirigé vers le trou que mon ami avait fait et il a accepté son sort. Il a été inculpé de trafic de drogue illégale et condamné à 1 an de prison. Ça fait encore froid dans le dos à mon ami, même s'il a déménagé loin de là il y a quelques mois, de savoir qu'un trafiquant de drogue s'est caché chez lui pendant des mois avec une arme à feu. Ma femme travaille comme hôtesse de l'air et cette histoire m'a été racontée par elle après l'un de ses vols les plus mouvementés. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, les turbulences font partie de l'expérience de vol et les hôtesses de l'air sont formées pour savoir que ce n'est pas dangereux dans la plupart des cas. Une femme monte à bord de l'avion avec ma femme. Elle pouvait déjà dire que cette dame était irritable ou, au minimum, pas à l'aise en avion. Ce n'était qu'un vol de 4 heures et ma femme se dit qu'elle va essayer d'être particulièrement gentille avec elle lors de leurs échanges. Au moment où l'avion décolle, la femme martèle le petit bouton de l'avion pour attirer l'attention de l'hôtesse de l'air. Alors, une fois que l'avion est en position de sécurité dans le ciel, ma femme s'approche et commence à lui parler. La femme a les yeux vraiment rouges et ma femme pense tout de suite qu'elle a pris une sorte de substance, mais elle ne sait pas laquelle. Elle commence à lever les yeux vers ma femme, lui caresse doucement le bras et dit « Ma chérie, il faut que tu me fasses descendre de cet engin. Je crois que je vais perdre la tête. » Et puis, sans raison apparente, elle se met à trembler sur son siège, ses bras et ses jambes s'agitent, elle frappe le siège devant elle et crie très fort. Cela dérange de nombreux passagers, surtout ceux à côté d'elle, et elle continue sa crise. Après quelques minutes où ma femme essaie de la calmer, lui propose de l'eau et tout ça, est-ce qu'elle finit enfin par s'arrêter ? Et ma femme doit la déplacer en première classe pour l'éloigner des autres passagers. Elle s'assoit là et fait la même chose. Au moins cette fois, il n'y avait personne autour pour être dérangé, du moins pas directement à côté d'elle. Ma femme reçoit alors pour mission de la part de la chef de cabine de s'occuper d'elle pendant tout le vol parce qu'elle était tellement chaotique. Cela a continué toutes les quelques minutes. Ma femme dit que c'était horrible à regarder. Elle voulait appeler une ambulance à leur arrivée, mais la femme a dit que c'était normal pour elle d'avoir des crises en avion, car elle a tellement peur du ciel. Eh bien, c'était une expérience intéressante, pour le moins. Quand j'étais un gamin idiot, mon frère et moi, on jouait dans les escaliers. J'étais en haut en train de sauter dans une taille d'oreiller. J'ai glissé, bien évidemment, et je suis tombé en arrière en dévalant les escaliers. Tout est passé au ralenti, comme ça arrive parfois quand ta vie est en danger. Alors que je faisais des tonneaux, l'arrière de mon crâne se rapprochant chaque seconde du sol en béton dur de la cave,
j'ai remarqué un mouvement venant du sous-sol sombre. Soudain, un grand sac de croquettes pour chien traverse la pièce comme lancé par une main invisible avec une précision absurde et s'interpose entre ma tête et le sol. Mon crâne s'écrase contre le sac une milliseconde plus tard, projetant des croquettes au lieu de fragments de crâne dans toute la pièce. Mon frère et moi étions tous les deux bouche bée et confus. Le sac volant avait parcouru au moins 3 mètres, me sauvant probablement de la mort ou d'une blessure grave. Je pensais autrefois que c'était une preuve de l'existence de Dieu ou des anges, ou que j'avais une sorte de but, mais je me rends compte que cela ne prouve rien de particulier, si ce n'est que la vie est étrange et que des choses inattendues peuvent arriver et arrivent réellement. Quand j'avais 7 ou 8 ans, mes frères et moi, ainsi que d'autres enfants du quartier, jouions à notre propre version de cache-cache. C'était à mon tour de chercher, donc je devais rentrer dans la maison pour me couvrir les yeux et compter jusqu'à 100. Personne ne pouvait me voir là-dedans pendant qu'il se cachait, alors j'ai décidé de tricher. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à regarder par la fenêtre pour voir où tout le monde se cachait. En entrant dans la chambre de mon grand frère, j'ai regardé par la fenêtre. Je venais juste de finir de compter jusqu'à 100, alors je devais redescendre rapidement. J'ai regardé rapidement par la fenêtre, puis je me suis retourné pour sortir. Au-dessus de la porte, j'ai vu un petit éclair de lumière. Puis la porte s'est refermée brusquement. J'ai immédiatement regardé la porte du grenier qui se trouvait dans cette pièce. J'ai entendu quelque chose bouger là-dedans. Alors je me suis reculé aussi loin que possible de la porte. Le dos contre le mur, me sentant piégé là, j'ai entendu un grognement fort venir de l'intérieur du grenier. J'ai essayé de crier, mais j'étais tellement effrayé que je n'y arrivais pas. Je suis resté là, immobile, attendant que quelque chose vienne me prendre. En quelques secondes, mon frère a ouvert la porte et s'est mis à me crier dessus car j'étais dans sa chambre. J'ai couru devant lui et suis sorti sans rien dire à personne sur ce qui venait de se passer. De toute façon, il ne m'aurait pas cru. J'avais ma Nintendo Wii au sous-sol pendant très longtemps et j'y passais des heures. Je jouais un soir et tout à coup, la télé et la Wii se sont éteintes. Je suis allé vérifier la prise parce que elle était parfois lâche et pouvait théoriquement se débrancher si on tirait dessus. Mais je ne tirais pas dessus pour l'éteindre, puisque j'étais en train de jouer et je n'étais pas près des prises. J'ai levé les yeux des câbles pendant que je les réparais et j'ai vu une brume gris clair dans l'air. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai couru à l'étage comme si le sol était en feu et je ne suis pas retourné là-bas avant un bon moment. En y repensant aujourd'hui, je ne comprends toujours pas comment une brume a pu apparaître ainsi. Pas de tuyau qui fuit pour créer de l'humidité. Personne dans la maison ne fume quoi que ce soit. La seule personne qui fumait dans ma famille était mon grand-père, qui était décédé depuis un certain temps à ce moment-là. Cependant, j'avais son gilet de pilote accroché à proximité à ce moment-là. Je vis dans une vieille maison construite à l'origine en 1919, mais qui a eu 2 extensions ajoutées. Au rez-de-chaussée se trouve le salon, la cuisine, la salle de bain, le bureau et la chambre. La buanderie est au sous-sol. Le bureau était une ancienne chambre, mais nous y avons ajouté des escaliers vers le grenier. Les parties qui sont le grenier, la chambre et le salon sont les sections d'origine de la maison, datant de 1919. J'ai toujours trouvé l'ambiance étrange ici. Mon mari et moi l'avons acheté au printemps 2006 après de nombreuses rénovations. Nous avons emménagé à l'automne. La chambre du grenier a été commencée en 2009 et terminée en 2012. La maison a toujours fait des bruits, mais les vieilles maisons en font, donc rien de trop étrange. Mais récemment, j'ai entendu ce qui ressemble à des bruits de course ou de chute venant de la chambre du grenier. Je suis un oiseau de nuit et je reste éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin la plupart des week-ends. Samedi dernier, alors que je lisais dans mon salon, j'ai entendu un fracas provenant de ma chambre. Je suis monté en courant à l'étage et mon mari dormait profondément dans le lit.
J'ai regardé autour de moi, je suis redescendu, j'ai vérifié mes enfants dans leur chambre et ils dormaient ensemble tous les deux. Je me suis assis et j'ai recommencé à lire. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu comme si quelqu'un sautait 3 fois dans la pièce du grenier juste au-dessus de moi. Je suis remonté en courant. La même chose. Tout le monde dormait. Personne n'avait bougé. Après ça, je suis retourné au salon, j'ai pris mon téléphone et je suis simplement allé me coucher. Je n'ai ressenti aucune peur. J'étais juste curieux. J'en ai parlé à mon mari dimanche matin sans y penser et une de mes filles là m'a entendu. Nous avons tous fait remarquer que c'était étrange. Aujourd'hui, ma fille m'a dit qu'elle l'avait entendu le matin en se préparant pour aller à l'école. Je pense qu'il y a quelque chose là-haut dans le grenier. Presque chaque soir, j'aime descendre dans mon sous-sol pour passer la nuit à jouer aux jeux vidéo. Mes amis, normalement la nuit se passe bien et je suis au lit vers 1 heure, mais récemment, j'ai entendu des bruits dans mon sous-sol comme ce que je crois être de la toux et parfois des ronflements. Quand j'entends ça, je monte immédiatement dans ma chambre et je dors jusqu'au matin. Quand je redescends à mon ordinateur, je tombe parfois sur des sites web étranges que je n'ai jamais visités et ma première pensée a été que j'avais un virus. J'ai fait une analyse antivirus et je n'ai rien trouvé. Quand cela s'est reproduit 3 fois en l'espace de 2 semaines, j'ai complètement effacé tout le contenu de mon disque dur et quand je me suis réveillé le matin, Google Chrome avait été installé sur mon ordinateur et 30 onglets étaient ouverts sur différents sites web. Mais le plus étrange, c'était le site de FedEx qui m'informait que mon colis avait été expédié. Je n'ai pas regardé où, mais je le regrette maintenant. Presque 3 mois s'étaient écoulés et je n'avais pas trop pensé à la situation, à part les bruits étranges, et j'ai demandé à mon ami d'aller à la cave chercher quelque chose pour moi. J'ai été surpris quand il a remonté les escaliers aussi vite qu'il a pu. Et ce qu'il a dit avoir vu ensuite a suffi à me pousser à appeler la police. Il a dit qu'il avait vu quelqu'un ramper hors du soupirail quand il est descendu, et tout ce qu'il a vu, c'était les jambes de cette personne. Nous avons couru dehors pour les chercher, mais ils étaient introuvables. Nous avons tous les deux supposé qu'ils étaient partis dans les bois à environ 15 mètres de ma maison. Quand la police est arrivée, ils n'ont rien trouvé d'inhabituel. La police est partie et mon ami est parti. 15 minutes plus tard, compréhensiblement effrayé par ce qu'il venait de voir. Pendant les 2 mois suivants, j'ai continué à entendre ces bruits et à vivre des événements effrayants et étranges, comme ma douche du bas qui était mouillée alors que personne ne l'avait utilisée auparavant. Et un jour, tout s'est arrêté et j'ai trouvé un mot sur mon bureau écrit au feutre qui disait « Merci pour l'hébergement ». Et c'était la fin de la situation. Pendant très longtemps, j'ai cru que le mot faisait partie d'une blague élaborée. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Avec tout ce qui s'est passé entre-temps et le fait que ma famille ait toujours dormi pendant ces événements jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours aucune idée de qui est cette personne et je n'ai pas vraiment envie de le découvrir. Alors j'ai cette histoire. Une dame a amené son animal d'assistance à bord. Ce n'était qu'un animal de compagnie pour qui elle avait acheté un gilet. Ce chien était complètement incontrôlable. Il sautait partout sur nous dans la rangée, aboyait, grognait, mordillait les gens et courait dans tous les sens. L'hôtesse de l'air lui a dit qu'elle devait garder le chien dans sa cage de transport. Et la dame s'est transformée en sorcière, disant qu'elle n'avait pas le droit de lui dire de mettre son chien d'assistance dans la cage. En plein vol, le chien a fait ses besoins en plein milieu de l'allée et ça sentait vraiment mauvais. Son chien s'est approché de mon visage et ses longues griffes m'ont tellement griffé à travers ma chemise que j'ai commencé à saigner. Après être descendu de l'avion, j'ai retrouvé ma famille et ils m'ont dit « Oh mon Dieu, tu sens le chien mouillé ». Et j'ai dû leur raconter cette histoire à propos de cette femme horrible et de son chien d'assistance. Parfois, j'entends un piano jouer dans ma chambre. Ça ne vient pas de ma télé ni de nulle part ailleurs dans ma maison. Je ne possède pas de piano ni rien de semblable.
On dirait que ça vient de toutes les directions à la fois. C'est comme si je n'arrivais pas à le localiser, mais parfois ça semble venir du coin de mon grenier. Je l'ai enregistré une fois, et une fois un ami s'est mis à pleurer après l'avoir écouté. Mes deux amis à qui j'ai fait écouter ont trouvé la mélodie familière et pensaient avoir déjà joué quelque chose de similaire. J'ai aussi un miroir dans ma chambre, c'est juste un miroir normal. Mais quand mes amis s'y regardent, ils deviennent généralement très émotifs et se rappellent des choses traumatisantes. La dernière fois que j'ai eu mes deux amis chez moi, c'était vendredi dernier. L'un d'eux prenait tout ça à la légère et a tapoté le miroir. Et après ça, ça a commencé à devenir un peu effrayant. On avait l'impression que quelque chose était avec nous. J'ai senti une main attraper mon bras et quand j'ai regardé, j'ai vu une petite empreinte de main. Pourtant, il n'y avait personne. Un de mes amis s'est fait griffer la joue. La musique du piano s'est remise à jouer très fort et tout le monde dans la pièce l'a entendu clairement. Nous avons décidé d'essayer le truc Snapchat avec le visage de fantôme détecté par l'objectif et j'ai senti quelque chose s'agripper à mon épaule, comme un enfant qui se cache derrière moi, quand j'ai déplacé le téléphone pour détecter un visage derrière moi. J'ai eu tellement peur que j'ai crié. Nous sommes restés figés un moment et j'ai ressenti une colère irrationnelle envers l'ami qui avait joué avec le miroir juste avant. Ce qui est vraiment terrifiant dans toute cette histoire, c'est que c'est arrivé un jour après avoir réaménagé ma chambre. Et c'est toujours aussi effrayant quand je suis seul maintenant. Quand nous déplacions les meubles, ma sœur a trouvé un pendentif en forme de croix, et la sortie de la chambre, donc c'est peut-être lié. En fait, j'ai récupéré la croix auprès d'elle dimanche et je l'ai posée sur la commode avec un poids dessus. Je viens juste de rentrer à la maison après que personne n'ait été là de toute la journée, et elle a disparu. J'ai peur. J'ai l'impression d'être constamment observé et de voir des choses du coin de l'œil. La seule et unique chose paranormale qui me soit jamais arrivée, c'était quand j'avais environ 14 ans assis sur mon canapé dans mon sous-sol, seul en train de regarder la télé. Sans aucun avertissement, j'ai commencé à entendre un bourdonnement grave juste à ma gauche, à quelques centimètres, et tous les poils de mon côté gauche se sont hérissés. Je ne sais pas comment, mais j'ai eu le cran de me lever, de marcher et d'éteindre la télé sans télécommande, puis de monter les escaliers tout en étant sur le point de faire une overdose d'adrénaline. Rien d'autre qu'un bruit et une sensation, mais je me souviens très bien d'avoir répété dans ma tête « Il y a quelque chose juste à côté de moi ». Je n'ai jamais eu un autre incident après celui-là. Je rentrais chez moi en avion depuis Aruba lors de vacances en famille quand j'étais enfant. C'était un vol assez calme à bord d'un 747. Tout à coup, on a entendu le moteur monter en puissance et l'avion a piqué du nez. Vraiment très fort, et on pouvait entendre et sentir l'accélération. Naturellement, les gens criaient en taux et paniquaisantes complètement, et après à peine 10 à 20 secondes, même si ça paraissait interminable, l'avion s'est stabilisé et les moteurs ont ralenti. Ensuite, le pilote a pris la parole à l'interphone et a dit quelque chose comme « Désolé pour ça, mesdames et messieurs, il y avait un 747 d'un autre pays qui arrivait à la même altitude que nous et nous n'avons pas pu obtenir de confirmation de communication, donc nous avons dû effectuer une descente d'urgence pour éviter une collision. » Que de bons souvenirs. Il y a eu une fois, vers 2011, quand j'avais 17 ans, et que nous avons loué une maison avec mes parents et mes grands-parents en Corse, qui est une île au sud de la France, pendant une semaine pour profiter des vacances d'été. C'était une maison de plain pied avec une sorte de grenier. Un peu à l'ancienne si on juge par la décoration, mais dans l'ensemble vraiment sympa avec une belle vue sur la plage toute proche. Ma chambre était dans le grenier qui était entièrement recouvert de moquettes, avec quelques meubles et une petite fenêtre. Il fallait grimper à une échelle et passer par une trappe dans le garde-manger pour y accéder. Ça peut sembler un peu bizarre quand on le dit, mais c'était un endroit sympa et en tant qu'ado, j'ai apprécié l'intimité. La première nuit, je n'ai pas bien dormi. J'ai fait des cauchemars dont je ne me souvenais pas, j'étais globalement agité et je me suis réveillé encore plus fatigué qu'avant.
J'ai mis ça sur le compte de la chaleur ou de l'ambiance générale de l'endroit. Rien de vraiment inhabituel, même si d'habitude je dors plutôt bien. La deuxième nuit, j'avais fait du somnambulisme. Je me suis réveillé dans le garde-manger, le cœur battant à tout rompre, sans aucune idée de pourquoi j'étais hors du lit. C'était déjà arrivé une ou deux fois avant, et encore quelques fois depuis, mais ce n'était pas vraiment courant pour moi. Un peu troublé, je suis retourné me coucher, et j'ai eu du mal à me rendormir, mais le lendemain matin, je n'en avais presque aucun souvenir, et j'ai encore une fois balayé ça d'un revers de main. La troisième nuit compte, c'était trop. J'avais l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Même si je devais avoir dormi, puisque j'étais allongé dans mon lit à essayer de m'endormir pendant un moment. J'avais cette étrange sensation que quelqu'un m'observait. J'ai vérifié la fenêtre sans vraie raison, car elle était trop haute pour que quelqu'un puisse s'y trouver. Puis j'ai refermé la trappe qui descendait à la réserve. En fait, je me suis enfermé à l'intérieur en retournant me coucher. Ce sentiment persistait et en regardant autour de moi, j'avais la certitude que quelqu'un était dans la pièce, m'observant depuis quelque part dans l'obscurité. Je me souviens avoir allumé la lumière et n'avoir rien trouvé. Comme j'avais vraiment peur à ce moment-là, j'ai laissé la lumière allumée et je me suis probablement endormi ainsi. Je me suis réveillé quelque temps plus tard dans l'obscurité totale et quelqu'un se trouvait au bout de mon lit, une silhouette qui me regardait. J'ai complètement paniqué, j'ai commencé à respirer fort et, les yeux grands ouverts, j'ai vu d'autres silhouettes sortir des coins sombres de la pièce et s'approcher de moi. Je ne pouvais pas les quitter des yeux. J'avais l'impression que si je le faisais, ils m'attraperaient d'un. Je ne pouvais pas bouger non plus. Je n'arrivais pas à décider ce que je devais faire. Leur crier dessus, appeler à l'aide, fuir. Finalement, j'ai choisi la trappe. J'ai eu du mal à l'ouvrir et je suis tombé dans le garde-manger, refermant la porte derrière moi, puis j'ai réussi à atteindre le salon. J'étais là, à moitié nu et complètement paniqué, essayant de comprendre quoi faire. Je pouvais réveiller mes parents. Mais pour leur dire quoi? Que des créatures étaient dans ma chambre? Inutile, j'ai déjà vérifié que portes et fenêtres étaient bien verrouillées comme d'habitude. Donc personne d'autre ne pouvait être là. J'ai fini par m'endormir sur le canapé alors que l'aube se levait lentement. Ma famille m'a trouvé le matin et après ça, j'ai dit à mes parents que je ne dormirais plus jamais seul. À l'âge de 16 ans environ, je préférais dormir par terre au pied de leur lit plutôt que de retourner là-haut dans le grenier. Ils n'ont jamais posé de questions à ce sujet. Ils se disaient qu'il s'était passé quelque chose et je pourrais jurer sur ma vie que j'étais bien réveillé. Je n'arrêtais pas de me le répéter parce que c'est ce que je ressentais. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne suis pas sûr de pouvoir assez insister là-dessus. J'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit que ça devait être une paralysie du sommeil, mais est-ce que c'était vraiment ça? C'était si réel, je n'ai jamais vécu ça ailleurs. Et je ne me sentais pas coincé dans le lit, ni comme si quelqu'un était sur ma poitrine, ce que j'ai entendu d'autres personnes raconter. Cet endroit était étrange, cette chambre était étrange. Je ne suis pas remonté là-haut pendant tout le séjour. Mes parents ont dû monter récupérer mes affaires. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé et je n'ai plus jamais vécu quelque chose d'aussi intense et vivant. Ma sœur a fait une soirée pyjama avec son amie ce week-end. Elles étaient toutes deux au sous-sol, car la salle de jeu s'y trouvait. C'est une pièce assez confortable avec une vieille Xbox, un chevalet pour peindre, quelques fauteuils et des bandes dessinées. Ma sœur et son amie traînent souvent là-bas toutes seules, à peindre, à jouer à Minecraft, des trucs habituels de filles de 13 ans. On a l'habitude qu'elles soient seules là-bas, et notre sous-sol n'est pas du tout considéré comme effrayant ou inquiétant. Cependant, vendredi soir, notre soirée a été interrompue par les filles qui ont déboulé en haut des escaliers en hurlant comme des chauves-souris sorties de l'enfer. « Il y a quelque chose dans le sous-sol » a crié ma sœur. Nous pensions qu'elles avaient eu peur d'une araignée ou autre, alors mes parents sont descendus vérifier. Le sous-sol a été trouvé vide. On a demandé aux filles pourquoi tout ce vacarme et elles ont dit à mes parents que la poignée de la porte du sous-sol s'était mise à trembler si fort que toute la porte s'est mise à bouger.
Plus tard, j'ai demandé à ma sœur pourquoi il y avait eu autant de cris, et elle m'a montré ce qui s'était passé. C'était comme si quelqu'un essayait d'arracher la porte, m'a-t-elle dit, tout en attrapant la poignée et en la secouant comme quelqu'un de coincé. Ça ne pouvait pas être un courant d'air car la salle de bain n'est reliée à aucun mur extérieur et elle n'a pas de fenêtre. Ils riaient et gloussaient comme des fous à cause de l'excitation d'avoir eu peur comme ça, et nous avons conclu que c'était un événement étrange mais inoffensif. Cependant, cela m'a rappelé quelque chose dont je me souviens, qui m'est arrivé quand j'étais enfant, dans ce même sous-sol. Je devais avoir 8 ans parce que j'avais eu mes propres clés et j'avais le droit de rentrer à la maison tout seul. Je savais que mes parents étaient au travail, alors j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. En entrant, j'ai regardé la porte du sous-sol, et alors que je faisais un pas à l'intérieur, j'ai vu la poignée commencer à trembler et la porte s'ouvrir. J'ai eu tellement peur que je me suis précipité hors de la maison directement chez mon ami, en pleurant à chaudes larmes tout le long du trajet. Quand mes parents sont rentrés à la maison et que je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils m'ont expliqué ce qu'était un courant d'air croisé et comment c'était probablement la raison pour laquelle la porte s'était ouverte. Je les ai crus à l'époque. Mais après ce week-end, je n'en suis plus si sûr. Je prenais l'avion de Las Vegas à Stockton. Première erreur, Stockton. Et juste au décollage, l'avion a commencé à trembler violemment. J'admets que ça peut être normal, mais le pilote a d'une façon ou d'une autre allumé l'interphone et crié « Wow, wow !» comme s'il était terrifié. Ce qui m'a à mon tour terrifié. J'ai littéralement commencé à pleurer. J'ai cru que c'était la fin. Pour la première fois de ma vie, jamais jusqu'à ce moment-là je n'avais vraiment eu l'impression que je pouvais mourir. Ils ont coupé l'interphone assez rapidement et après la minute la plus longue de ma vie, l'avion a cessé de trembler et j'ai pleuré en silence pendant le reste du vol de 30 minutes. Ils n'ont jamais expliqué ce qui s'était passé. Ils n'ont rassuré personne. Ils ont juste fait comme si rien ne s'était passé. Je ne suis pas novice en voyage en avion. J'ai voyagé en avion autour du monde et j'ai parfois été un peu nerveux à l'idée de voler. Mais je peux honnêtement dire que je ne sais pas si je pourrais un jour reprendre l'avion aussi sereinement. Des choses inexpliquées me sont arrivées toute ma vie. Et alors là, j'ai vraiment beaucoup d'expériences à partager. Tout cela s'est passé dans la maison de mon enfance que nous avons vendue il y a 4 ans dans le quartier de Griffith Park à Los Angeles. Mes grands-parents avaient emménagé avec ma mère il y a environ 6 ans. Mon grand-père est décédé avant ma naissance et ma grand-mère ne voulait pas vivre seule. Alors elle a donné la maison à ma mère à condition qu'elle vive dans le duplex et que ma mère puisse élever sa famille dans la maison principale. C'était une maison à 2 étages construite à la fin des années 60 avec un duplex qui était relié par une porte, juste à gauche de la porte d'entrée, de notre côté de la maison. La maison principale était grande et le duplex était petit, mais c'était tout un appartement. C'est là que ma grand-mère a vécu pendant toute mon enfance. Notre côté de la maison, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit, était le cabinet d'un médecin holistique quelques années avant que mes grands-parents n'emménagent. Le médecin travaillait dans le duplex, qui servait de salle d'attente et de salle d'examen, et il vivait dans la maison principale avec 2 ou 3 infirmières résidentes qui travaillaient pour lui. Ma famille a décidé qu'il valait mieux ne pas me dire cette information avant la fin de mon adolescence, après quoi il m'est arrivé plusieurs choses étranges. Je dirais que ma première expérience dans la maison a eu lieu lorsque mon père a décidé de condamner un couloir qui reliait la chambre principale à une petite chambre de l'autre côté de la maison. Ma mère voulait séparer les 2 pièces, alors mon père a construit des murs de chaque côté du couloir, créant ainsi des placards pour chaque chambre et, en gros, un grand couloir vide et scellé entre les 2. L'autre pièce consistait de ma chambre, mais je la détestais. Pendant des années, avant de réaliser que j'étais un aimant à activité paranormale. Je pensais que j'étais simplement anxieux, parce que dormir dans cette chambre me remplissait toujours de peur quand j'étais seul. Je me souviens d'avoir eu l'impression que quelqu'un allait monter les escaliers pendant que je dormais et me faire du mal.
Je dormais souvent sous le lit, avec un mur d'oreiller pour me barricader. Mes parents me repoussaient, simplement, mettant ça sur le compte de trop de films d'horreur regardés avec mes grandes sœurs. Être dans cette chambre m'a toujours paru étrange, mais être près du placard, ou pire encore, lui tourner le dos me remplissait d'une étrange urgence de m'éloigner ou d'affronter ce qui se trouvait derrière moi. Sur le mur créé par la rénovation de mon père, nous avons accroché ce tableau d'un chat que mon grand-père m'avait envoyé pour mon anniversaire. Une nuit, alors que je dormais sur le lit, ce qui était ma première erreur, le tableau est tombé du mur. J'ai sursauté et regardé dans le placard quand mon père a fait irruption, prêt à me crier dessus pour avoir cassé quelque chose, puis il m'a vu debout, les yeux écarquillés, presque en train d'hyperventiler. Il a regardé dans le placard, le tableau n'était pas tombé du mur. À la place, la vitre s'était brisée hors du cadre toute seule. Et elle ne s'est pas simplement brisée, elle a explosé. Du verre s'étendait jusqu'à la porte du placard, profond d'environ 1,50 m. Il m'a dit que c'était simplement la température de la maison qui avait changé si brusquement que ça avait brisé la vitre. Nous avons nettoyé du mieux que nous pouvions à 2 heures du matin et nous sommes retournés dormir. Inutile de dire que je suis resté éveillé jusqu'au lever du soleil et que j'ai dormi dans le salon une fois que la maison était réveillée et que j'avais des gens autour de moi. Après cela, tard dans la nuit, j'entendais souvent quelqu'un marcher en bas, mais je n'ai jamais rien dit parce que j'ai toujours pensé que c'était mon père qui souffrait d'une forte insomnie. Quelques années plus tard, quand mes 2 sœurs avaient déménagé et que mon frère avait pris la bonne chambre avec le balcon, j'ai emménagé dans son ancienne chambre, juste en face de celle de nos parents. Cette chambre possédait une grande bibliothèque du sol au plafond et un placard avec une trappe carrée de 4 par 4 menant au grenier. Ouais, cette petite trappe carrée et moi, on n'était pas copains. J'avais environ 13 ans quand j'ai emménagé dans cette chambre et le placard est clairement devenu une source de cauchemar. Mon père avait enlevé la porte parce qu'il avait compris mon astuce magique pour ranger ma chambre et il avait remplacé la porte par un vieux drap sur une tringle à rideaux. Je rentrais souvent de l'école ou d'ailleurs et la trappe du grenier était ouverte. Pas grande ouverte, mais la planche de bois qui recouvrait la trappe avait été déplacée d'environ 1 cm. Ma famille est très terre-à-terre et stoïque, donc il n'y a aucune chance qu'ils aient essayé de me faire une blague. Parce que premièrement, je n'ai jamais parlé à personne de ma peur du grenier, et deuxièmement, on n'a jamais fait ce genre de choses. Même si je voulais vraiment être aussi proche, ça ne m'a pas empêché de poser la question. Je me suis assuré que ce n'était personne dans ma famille, et cela a duré pendant 2 ans. C'est là que j'ai craqué. C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Je me tenais devant le fameux placard avec mon chien Duke. C'était un épagneul Springer très protecteur que j'ai eu pour mon 9e anniversaire. J'avais le dos tourné vers la porte du placard, ou le rideau, et je caressais Duke quand j'ai senti quelque chose effleurer l'arrière de ma jambe. J'ai alors baissé les yeux vers ma cheville. C'était le rideau qui bougeait en arrière, comme s'il y avait un fort courant d'air. Duke a gémi et j'ai senti une main sur l'arrière de ma jambe à travers le rideau. J'ai eu l'impression que ma jambe était poussée en avant. Alors, avec cet élan, j'ai fait un pas et je me suis mis à courir. J'ai traversé la maison en courant, mon chien sur les talons, en pleurant et appelant mon père. Ça n'a pas beaucoup aidé. Il m'a fait asseoir et m'a raconté ses propres expériences paranormales dans la maison. Il avait vu une infirmière traverser la maison à 2 heures du matin alors qu'il lisait dans la cuisine. Il a levé les yeux de son livre pour réfléchir à quelque chose et a vu, pensant que c'était ma grand-mère, qui avait besoin d'un déambulateur parce qu'elle s'était cassé la hanche environ 6 mois auparavant, debout dans l'embrasure de la porte. Elle portait une longue chemise de nuit et avait l'air déconcertée de me voir assis là. Puis elle a continué à marcher devant la porte. Il s'est dit qu'elle avait peut-être besoin de prendre l'air ou voulait laisser sortir les chiens dans le jardin car la salle à manger avait de grandes portes-fenêtres à l'autre bout qui menaient à la buanderie et à l'arrière-cour. Elle n'a rien dit et, comme il ne l'a pas vu rentrer à l'intérieur et qu'il a commencé à se faire des toasts ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il était environ 7 heures du matin quand il l'a entendue à travers le mur. Il est allé voir comment elle allait et ce dont elle avait besoin plus tôt. Peut-être que ça l'avait surprise et qu'elle ne portait pas de soutien-gorge ou quelque chose comme ça, donc elle ne voulait pas parler aussitôt.
Elle lui a dit qu'elle dormait depuis 1 heure du matin et qu'elle venait juste de se redresser dans son lit quand il est entré. Il n'y a aucune chance que ce soit elle qui se tenait là. Ça devait être une des infirmières sans qui est morte là-bas, et il était tellement choqué qu'il la regardait droit dans les yeux. Voilà, tout simplement. Pour vous donner le contexte, j'ai une peur bleue des avions. En 6e, mon école a invité mes amis et moi à faire un voyage dans un autre état. Le problème, c'est qu'on devait y aller en avion. Le voyage était super, mais le jour où on devait rentrer, il y avait une énorme tempête. L'avion a décollé quand même. Et laisse-moi te dire, le gamin que j'étais a failli faire une crise cardiaque. Non seulement ça secouait beaucoup, mais les gens n'étaient pas calmes. Tout le monde devenait littéralement fou et était prêt à abandonner la vie. Pour aggraver les choses, pour une raison inconnue, nous avons dû faire demi-tour. Je pensais que c'était parce que nous allions périr dans la tempête. Nous sommes retournés à l'aéroport et j'ai appelé ma famille. J'ai tellement pleuré que je voulais carrément que quelqu'un vienne me chercher en voiture dans cet état alors que c'est un trajet de 5 jours. Plus tard, nous avons appris qu'un morceau de glace avait frappé la vitre du pilote, la fissurant, ce qui nous a obligés à retourner à l'aéroport. J'étais terrifié et ça m'a laissé une cicatrice dans l'esprit. Maintenant, chaque fois que je monte dans un avion, je me rappelle ce qui s'est passé. Heureusement, le lendemain, n'ayant pas pu dormir à l'hôtel parce que j'avais trop peur, les 2 vols que nous avons dû prendre se sont bien passés, et je suis rentré chez moi sain et sauf. J'ai 16 ans et je vis avec ma mère dans notre maison à 2 étages, avec un sous-sol. Maintenant, notre sous-sol n'est pas effrayant ou quoi que ce soit. On ne dirait même pas vraiment qu'il y a un sous-sol. Depuis la porte d'entrée de la maison, il y a un petit couloir, puis un escalier recouvert de moquettes qui mène à une porte ouverte, laquelle donne sur le sous-sol. Le sous-sol comporte 3 pièces et une salle de bain. Il y a ma chambre qui se trouve au début du couloir et la chambre d'amis qui est juste en face de la mienne. Le couloir qui sépare nos chambres fait peut-être 1 à 2 mètres de long tout au plus, et il est recouvert de ce faux carrelage qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage. Si vous descendez le couloir, vous tomberez d'abord sur une ouverture sur votre droite qui abrite le chauffe-eau et l'entrée de l'espace vide sanitaire. Il y a une corde à linge qui le traverse pour suspendre les vêtements qui n'ont pas pu sécher dans le sèche-linge. Continuez à marcher et environ 6 mètres plus loin, vous tomberez sur la salle de bain, qui sera sur votre gauche. Tout au bout du couloir, il s'ouvre sur une pièce plus grande et carrée que nous appelons la salle de jeu. Maintenant que vous avez le plan du sous-sol, passons à l'histoire. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la maison. Je sentais des regards posés sur moi dans ma chambre, des ombres bouger du coin de l'œil, parfois des mains effleuraient mon dos quand je montais à la chambre de ma mère, tout en haut, pour lui dire bonjour. Je laissais presque toujours passer, parce que ces petites choses ne m'ont jamais semblé malveillantes. Il y a eu cependant 2 fois où j'ai senti qu'on me regardait d'une manière plus malveillante. Une fois, c'était l'année dernière, avant que nous ne refassions ma chambre. Nous venions d'acheter la peinture et je me préparais à aller dormir. J'ai éteint les lumières et me suis glissé dans mon lit, yeux fermés. Cependant, quelque chose m'a poussé à les rouvrir cette nuit-là. Et quand je l'ai fait, j'ai vu une silhouette debout dans le coin supérieur gauche de ma chambre, qui me fixait du regard. C'était la première fois que je me sentais complètement cloué à mon lit par la terreur que je ressentais, ainsi que par la haine et la colère qui émanaient de ce qui se trouvait dans le coin de ma chambre. Mais ensuite, j'ai cligné des yeux, et soudain il n'y avait plus de silhouette, juste mon vieux balai appuyé contre le coin. La malveillance avait disparu, et je sentais que je pouvais à nouveau respirer. La deuxième fois, c'était ce soir, il y a une demi-heure. J'allais chercher de l'eau pour remplir un peu mon aquarium parce que le niveau avait baissé. J'avais un pichet que j'utilisais pour remplir l'eau et je venais de le remplir dans la salle de bain, ici en bas, quand je me suis retourné et il était là de nouveau. La silhouette debout à seulement environ 5 mètres de l'entrée de la salle de bain
sous une partie de la corde à linge qui traversait la zone où se trouvait le vide sanitaire. La colère et la haine que j'ai ressenties venant de cette chose. Cette chose était presque suffocante. J'ai failli laisser tomber la carafe d'eau que je tenais. Je l'aurais fait si je n'avais pas été paralysé par la peur. En quelques secondes, j'ai retrouvé ma voix et mon cerveau a réussi à reprendre le contrôle. J'ai crié et j'ai reculé. Dès que je l'ai fait, la silhouette a de nouveau disparu. Il m'a fallu tout mon courage pour ne pas courir jusqu'à ma chambre et fermer la porte aussi vite que possible. Cette fois, je tremblais. J'ai à peine réussi à verser l'eau dans mon aquarium sans en renverser. Je ne veux plus quitter ma chambre ce soir. Je ne sais pas si j'imagine simplement ces choses ou s'il y a vraiment quelque chose dans la cave qui ne veut pas de moi ici. Pendant 2 ans, j'ai fait d'étranges rêves à propos d'une créature très particulière qui rôde dans le grenier. J'ai toujours eu l'impression qu'elle était malveillante. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose de réel ou si c'est mon subconscient qui me joue des tours. Mais cela m'a profondément troublé d'une manière que mes rêves ne font presque jamais. En tant que personne qui est toujours consciente qu'elle rêve, même les rêves où l'on me pourchassait ne m'effrayaient pas. Mais celui-ci, oui. J'ai fait tellement de rêves à ce sujet, mais quelques-uns me restent en tête. Le moins effrayant, c'était un rêve où je joue à des jeux vidéo dans ma chambre. Je jette un coup d'œil par la porte de ma chambre et je vois un bras qui pend de l'ouverture du grenier. La main bouge comme si elle m'invitait à m'approcher. Je ne le fais pas, évidemment, mais je la regarde. Elle ne quitte jamais le grenier, mais elle essaie toujours de m'attirer vers elle. Dans un autre rêve, je suis dans une maison inconnue. Ma sœur et mes nièces sont dans cette maison avec moi, et j'ai l'impression que ça menace ma famille. Je suis en colère, alors je deviens agressif verbalement, et je fais sortir ma famille de là, puis je retourne affronter cette chose. Je le vois. Pour la première fois dans tous les rêves que j'ai eus, ça ressemblait à une femme à la peau violette claire et aux cheveux rouges en dreadlocks. Je ne me souviens pas comment ce rêve s'est terminé, mais il y a eu d'autres rêves après, sans jamais inclure ma famille, à nouveau. Juste moi. La rencontre la plus intense que j'ai eue était un rêve où le grenier se trouvait juste au-dessus du lit dans lequel je dormais. J'étais allongé là, très conscient qu'il m'observait. Je me suis dit que si je l'ignorais, il partirait. Mais j'avais tort. Il a lentement tiré la couverture de moi et après quelques minutes, allongé là, frigorifié, a essayé de décider si c'est sûr de remonter la couverture. Il m'a attrapé à la gorge, m'a soulevé à environ 30 cm du lit et a commencé à m'étrangler. J'ai eu l'impression que mes poumons allaient éclater quand il m'a relâché et m'a laissé retomber sur le lit, haletant pour reprendre mon souffle. Je ne sais pas combien de rêves j'ai fait depuis celui-là, ni si c'était le dernier, mais je sais que ça fait au moins 6 mois que je n'en ai pas rêvé. Je suis très mal à l'aise près des greniers maintenant, et je m'attends toujours à lever les yeux et à le revoir quand je passe en dessous, éveillé ou non. Même en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de jeter des coups d'œil à la porte du grenier juste devant ma chambre. Il n'y a rien, bien sûr, mais ça me trotte toujours dans la tête. Si cette chose n'est pas mon subconscient, et que c'est une véritable entité, je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Dans ma maigre expérience avec le paranormal, je n'ai jamais rencontré quelque chose qui semblait malveillant auparavant. J'espère simplement que mon cerveau a décidé qu'il voulait avoir peur des greniers ou que cette chose s'est lassée de moi et est partie pour toujours. Quand j'avais environ 4 ans, mes parents et moi avons emménagé dans une nouvelle maison dans un quartier vraiment génial. Tout se passait très bien. Une nuit, mon père s'est réveillé à cause de coups violents frappés à notre porte d'entrée à 3 heures du matin. Il est allé voir ce qui se passait et il y avait plusieurs voitures de police et un groupe de policiers autour de notre maison. Mon père a ouvert la porte et a demandé aux agents ce qui n'allait pas. L'un d'eux a dit « Monsieur, j'ai besoin que vous fassiez descendre votre femme et votre enfant, si vous en avez un. Ensuite, j'ai besoin que vous sortiez avec ces agents ici présents. »
Mon père n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il est monté à l'étage et nous a réveillés, ma mère et moi. Quand il nous a fait descendre, les agents ont fait asseoir ma mère et moi sur le canapé et ont commencé à poser des questions vraiment bizarres. Est-ce que votre mari vous fait du mal? Vous a-t-il déjà fait vous sentir impuissante? Êtes-vous déjà descendu à la cave pour lui échapper? Vous a-t-il déjà, vous ou votre enfant, touché violemment? Ou des choses comme ça. Ma mère était choquée et bien sûr, elle a tout nié. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Les policiers avec des lampes torches et des armes sont entrés et ont demandé à fouiller notre maison. Nous avons accepté car à ce moment, nous avions peur et personne ne nous expliquait la situation. Ils ont fait le tour de notre maison puis ont demandé à voir notre sous-sol. Notre sous-sol n'est pas aménagé, mais il est assez grand et vraiment flippant. Je le déteste tellement. Personne n'y va jamais et nous gardons toujours la porte fermée à clé. Mon père l'a déverrouillée et ils ont fouillé en appelant des choses comme « Nous sommes là pour aider, s'il vous plaît, sortez ». Ils n'ont rien trouvé d'intéressant et sont remontés à l'étage. Ensuite, mon père leur a dit que nous méritions de savoir ce qui se passait. L'un d'eux a dit « Il ne semble rien se passer ici, donc je suppose qu'on peut vous le dire ». Nous avons reçu un appel d'une femme qui était en pleine crise d'hystérie. Elle criait et pleurait, en disant que son mari allait la tuer. Elle s'était barricadée dans son sous-sol pour lui échapper. Mon père était effrayé et a dit « Eh bien, pourquoi êtes-vous venu chez nous ?» L'officier a dit « Nous avons localisé l'appel chez vous. Et c'est pour ça que je déteste mon sous-sol encore plus qu'avant. Notre quartier est très ancien, et notre maison aussi. Alors peut-être que c'est un fantôme ou quelque chose comme ça. Nous ignorons encore ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je sais que des choses étranges arrivent parfois dans ma cave. On garde toujours la porte extérieure fermée à clé, pourtant je l'ai déjà vue s'ouvrir toute seule alors que j'étais dehors. On utilise même des verrous de sécurité, donc c'est amusant pour nous, j'imagine. J'ai eu une assez mauvaise expérience en avion. C'était de la Nouvelle-Zélande à Francfort, en Allemagne. Sans escale. C'était un vol vraiment long. J'étais assis dans la rangée de 3 sièges côté hublot avec un couple. La femme a le mal de l'air dès qu'elle monte dans l'avion, alors elle a commencé à utiliser les sacs à vomi avant même qu'on ferme les portes. Et elle n'a pas arrêté pendant plus de 20 heures. Je me suis habitué à l'odeur de sa bile au bout d'un moment, mais je n'ai jamais pu m'habituer au bruit de ses haut-le-cœur. J'ai sorti la bouteille de Jack Daniels que j'avais achetée en duty-free et j'ai bu jusqu'à m'évanouir. Bien sûr, 23 heures, ça laisse le temps de cuver une bouteille de Jack et de se réveiller avec la gueule de bois. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé vers la fenêtre et cette femme était toujours là, le sac collé à son visage. Mon mari et moi avons vécu à Centerville pendant quelques années dans une maison de plain-pied construite dans les années 1960 qui avait un petit vide sanitaire sans isolation avec de la terre et des toiles d'araignée. Elle avait aussi un grenier typique du sud, un petit espace où l'on pouvait se tenir fait de chevrons 2x4 et d'isolants soufflés. Le but est simplement de stocker la chaleur, à la fois en été pour l'empêcher d'entrer dans la maison et en hiver pour l'empêcher de s'échapper. Il y avait certaines choses discutables dans cette maison, mais elles étaient pour la plupart négligeables. Juste des bizarreries, vous savez, comme des impacts de balles dans les plaques métalliques renforcées de fortune qui couvraient les fenêtres de la porte arrière du garage. Des petites choses, des particularités. Bref, mon mari a fait des remarques sur le fait de se réveiller la nuit en entendant des bruits étranges et forts venant du grenier. Il a dit que ça ressemblait à une grande commode en bois qu'on traînait sur un plancher en bois juste au-dessus de la chambre principale. Fort lourd évident. Mon mari a aussi dit que l'un de nos chiens, un Catahoula, se réveillait, sautait du lit et allait là où les bruits commençaient en man. À ce moment-là, il hérissait le poil, baissait les épaules et fixait son regard sur le bruit. Il suivait alors lentement le bruit, le traquant silencieusement tandis qu'il traversait la pièce. Il le suivait directement à travers le lit, sautant dessus et marchant sur mon mari et moi pendant qu'il le suivait silencieusement.
Lorsque le bruit atteignait enfin la porte de la salle de bain de l'autre côté de la pièce, le chien s'asseyait, regardait vers le haut et baissait lentement la tête comme s'il observait quelque chose descendre du plafond. Il tournait lentement les yeux vers la gauche, vers une fenêtre de la salle de bain. À ce moment-là, ses poils se rabattaient et il retournait prudemment se coucher. D'après mon mari, cela arrivait régulièrement. Mon mari m'a parlé de cela pendant 6 mois, et pendant 6 mois, j'ai cru qu'il inventait des histoires pour me faire peur en plaisantant. Non. Je me suis réveillé en entendant ce bruit de raclement fort au-dessus de notre lit, qui ressemblait à une lourde commode en bois traînée sur un plancher en bois. J'ai tendu la main pour secouer mon mari afin de le réveiller, mais il était déjà réveillé. Il a regardé et a dit « Regarde juste le chien ». Alors je l'ai fait. Un vieux chien de chasse a fait exactement ce que mon mari avait dit auparavant. Les poils hérissés, il a sauté du lit, a suivi le bruit et s'est arrêté à la porte. Il a observé, a suivi le bruit, s'est détendu et est revenu se coucher. Mon mari a alors dit « Je te l'avais dit ». Le travail de mon père exige qu'il entre chez les gens. Il est allé dans des milliers d'appartements et de maisons, alors je lui ai demandé quelle était la chose la plus étrange et la plus effrayante qu'il ait jamais vue ou vécue. Mon père est arrivé tôt dans cet immeuble, vers 7 heures du matin, parce qu'il devait passer dans chaque appartement pour faire de la maintenance, en commençant par le sous-sol. Il est entré dans une buanderie située au sous-sol où un homme d'une 50aine d'années portait une belle chemise blanche et une cravate, un pantalon de costume, mais pas de chaussures, et il avait une bâche verte dans les mains. Il a trouvé ça un peu bizarre, mais il a préféré l'ignorer, car ce n'était pas ses affaires. Plus tard dans la journée, il est parti dans un café du coin pour passer sa pause et, en revenant au travail, il a vu des voitures de police entourer la zone. Par curiosité, il a demandé à l'un des policiers ce qui se passait, et il s'est avéré qu'un homicide avait été commis. Papa t'a alors demandé si ce qu'il avait vu était lié aux pleurs, et c'était le cas. Après l'interrogatoire de la police, ils lui ont dit que l'homme sans chaussures avait poignardé sa mère à mort dans la baignoire, l'avait enveloppée dans une bâche et l'avait traînée dehors. La police l'a surprise en train de traîner sa mère morte dans le jardin. Bien sûr, ils n'ont pas laissé mon père faire son travail dans l'appartement du meurtrier avant qu'une enquête appropriée ne soit menée. Un certain temps passe et papa peut enfin y aller et terminer ce qu'il a à faire. Il se sentait vraiment mal à l'aise de faire de la plomberie et d'autres travaux d'entretien dans une maison où quelqu'un venait d'être brutalement assassiné. Surtout dans une salle de bain, dans une baignoire pleine de sang séché. Tout d'abord, un peu de contexte. En grandissant, ma grand-mère et moi, on s'amusait avec le paranormal, on faisait des electronic voice phénoména et ce genre de choses. Mais quand j'avais 13 ans, on a arrêté. Ma grand-mère a récemment recommencé à le faire. Et en retour, des choses étranges ont commencé à m'arriver. Je travaille dans une maison de retraite et je n'ai jamais vraiment vécu quoi que ce soit de particulièrement paranormal. Je travaille de nuit, donc il y a parfois des grincements la nuit, mais rien de fou. C'était jusqu'à un soir où je vidais une poche à urine et que le bibelot en verre de la colocataire de la résidente, qui était à l'hôpital à ce moment-là, a commencé à faire un bruit de verre qui s'entrechoque. Je me retourne et je vois le bibelot en verre traverser la pièce en volant vers moi. Je sors calmement pour reprendre mes esprits, puis je retourne dans la chambre, je ramasse l'objet et je le remets à sa place. Les semaines passent, c'était une nuit, vers 1h du matin, je suis assis au poste des infirmières et j'entends ce qui ressemble à des pas qui courent dans le couloir. Je me lève de ma chaise pour regarder, mais il n'y a rien. Je me dis que c'est mon esprit qui me joue des tours, car je souffrais d'une légère paranoïa cette nuit-là. Une demi-heure plus tard, je m'étais bien calmé quand le grenier a commencé à craquer et qu'on aurait dit des pas humains venant d'au-dessus de moi. Je descends en courant à l'autre appartement pour demander si l'un des agents d'entretien est venu et se trouve dans le grenier. Ils rient et disent non. L'infirmière de l'unité me dit que des objets sont tombés d'une des trappes du grenier et que l'un des objets était un masque qu'on utilise quand on est malade.
Je suis alors allé vérifier chaque trappe du grenier, car nous en avions plusieurs et elles étaient toutes fermées, sans aucune échelle menant à elles. J'ai essayé de me convaincre que tout était dans ma tête, mais à ce jour, je crois qu'il y avait quelqu'un là-haut. Puis, une nuit, j'étais chez moi en train de dormir quand je me souviens avoir vu des silhouettes d'ombre se promener dans ma chambre. Ils cherchaient quelque chose. Je ne pouvais pas bouger, mais je les regardais en me demandant ce qui se passait. Puis dit tout à coup, je vois l'ancienne maison de ma grand-mère, et ces ombres montaient les escaliers en cherchant des graines. Ensuite, j'étais dans la cage d'escalier d'un immeuble et ce garçon m'a dit de lui donner ma main. Alors je l'ai fait et il a entaillé le haut de mon doigt et à l'intérieur de moi il y avait 3 petites graines blanches qu'il a prises. Je suis retourné me coucher et j'ai revu les gens de l'ombre. L'un d'eux, cette fois, m'a touché le dos et je me suis réveillé en sentant mon dos froid. À ma grande surprise, ma chemise était relevée dans le dos et mon dos était exposé. Est-ce que ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune m'a automatiquement connecté à ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce que tout cela signifie? Je rentrais chez moi en avion et la femme devant moi s'est mise à ronfler bruyamment, comme c'était un vol de nuit, et comme je dors légèrement, c'était assez agaçant. Mais je suis juste resté là, avec mes écouteurs, essayant de m'endormir en écoutant ce podcast, quand tout à coup mes oreilles se sont dressées dans un moment de silence. La femme marmonnait. Je mets mon podcast en pause et j'écoute pour voir ce qu'elle marmonne. Et ça ressemble à quelque chose comme ça. On a dû le faire, Derek, on n'avait pas le choix. Ils ne pouvaient pas survivre, il fallait les jeter dans le lac, ils n'auraient pas survécu à l'hiver de toute façon. Je sais que c'était mon fils, mais il devait partir. Elle ne cessait de radoter encore et encore à propos de son fils, du froid, de l'hiver et du lac. À la fin de tout ça, j'avais une assez bonne idée que cette femme avait fait quelque chose d'horrible dans son passé et qu'elle n'arrivait pas à l'accepter. Et ça ressortait simplement parce que c'était dans son subconscient. Ça m'a un peu foutu la trouille et j'ai pris note de ne jamais contrarier cette femme, quoi qu'il en coûte. Je suis presque sûr que mon sous-sol est plus grand que la maison elle-même, et avec ça il y a pas mal de choses là-bas. Les escaliers sont au milieu du sous-sol et mènent du côté gauche du sous-sol. À droite, en face de l'escalier, se trouve notamment la machine à laver et les sèche-linges. Mon histoire se déroule ici. Chaque fois que moi ou la petite amie de mon père descendons là-bas pour faire la lessive, nous avons cette sensation très forte d'être observés. Ce n'est pas vraiment malveillant, mais c'est flippant. Je regarde par-dessus mon épaule toutes les 10 secondes parce que je suis tellement sûr que quelqu'un m'observe. Mais chaque fois que je regarde, il n'y a personne. La plupart du temps, je dois descendre avec mon chien pour avoir un peu de réconfort. Même ma chienne était bouleversée d'être là-bas. Je dois préciser que j'ai dormi au sous-sol pendant environ 3 ou 4 mois et je n'ai jamais eu ce sentiment. Je ressens un peu de haine et de ressentiment quand je suis là-bas, mais ce n'est pas aussi fort que la sensation d'être observé. Ça commençait vraiment à me faire flipper au point que je ne peux même plus poser le pied sur le sol en béton. J'ai commencé à faire ma lessive, puis j'ai refermé le couvercle de la machine et, alors qu'elle démarrait, je m'éloignais. J'ai entendu un cri aigu à mon oreille, comme une fillette comme si quelque chose imitait sa voix. Je suis resté figé pendant 10 secondes, puis j'ai filé en haut des escaliers et j'étais juste en haut, prêt à fermer la porte, quand j'ai entendu un autre cri aigu en bas qui montait. Je n'ai plus aucune idée de ce que je dois penser. J'ai vraiment peur. J'ai même emmené mon chien avec moi si je dois descendre là-bas. Je ne peux tout simplement pas le supporter. Je me suis couché tôt aujourd'hui parce que je me suis entraîné 2 fois et je sentais que mon corps était vraiment fatigué. Je me suis réveillé plusieurs fois mais tout allait bien. Juste une nuit normale puisque je dors dans le grenier. Je me suis réveillé à 3h30 très froid et un peu malade. J'ai pris une autre couverture et j'ai essayé de me rendormir. Quand je me suis presque endormi, j'ai entendu la voix d'un petit garçon rire à mon oreille.
Je me suis instantanément senti paralysé et je l'ai entendu s'enfuir. Je voulais crier, mais je n'arrivais tout simplement pas à sortir un son de ma bouche. Après quelques secondes, je me suis calmé en me disant que ça pouvait être mon petit frère qui faisait une mauvaise blague ou quelque chose comme ça. Mais je savais qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais j'avais besoin d'une excuse pour ne pas devenir fou à ce moment-là. Après avoir repris le contrôle de mon corps, j'ai allumé la lumière et je me suis simplement assis sur mon lit en pensant à ce qui venait de se passer. Peut-être que c'était simplement le fait que mon corps était froid et épuisé et que j'ai failli m'endormir et commencer à imaginer des choses. Ce n'aurait pas été ma première rencontre avec quelque chose de paranormal en dormant dans le grenier. J'ai aussi eu une période où je faisais beaucoup de paralysie, du sommeil mais jamais en dormant dans le grenier. Pour revenir à l'idée que mon petit frère ait essayé de me faire peur ou quelque chose comme ça, pour accéder au grenier, il faut ouvrir une trappe et faire descendre l'escalier. Très à l'ancienne. Chaque soir avant d'aller me coucher, je remonte l'escalier et je referme cette trappe. Donc même si c'était mon petit frère, le bruit de l'ouverture de la trappe et tout le reste m'aurait réveillé. J'ai aussi entendu quelqu'un s'enfuir et il n'y avait aucun endroit où se cacher. Il n'aurait pas non plus eu assez de temps pour descendre et refermer la trappe, ce qui aurait fait beaucoup de bruit. Quand j'étais très jeune, je vivais dans une maison qui était très ancienne. Je pense qu'elle devait avoir au moins 70 ans. J'aimais tellement cette maison, sauf le sous-sol. J'ai toujours détesté l'ambiance malveillante qui régnait en permanence là-bas. Ça semblait maléfique, et je ne dis pas ça à la légère. J'ai toujours eu l'impression qu'une paire d'yeux froids surveillait chacun de mes gestes, attendant le bon moment pour frapper. J'ai ressenti la pire des sensations dans la pièce au bout du couloir. Oui, un couloir, dans un sous-sol. Au bout du couloir, une petite pièce baignée dans une atmosphère lourde de terreur. J'avais l'impression que quelque chose allait de me sauter dessus à tout moment. La seule fois où je suis volontairement entré dans cette pièce, c'était lorsqu'il y avait une alerte à la tornade. Dans cette pièce, je me souviens avoir ressenti une force terrible du coin supérieur droit. Je n'ai jamais osé détourner les yeux de ce coin, même pas pour me rassurer en me blottissant contre ma mère, de peur de ce qui pouvait se cacher là-bas. Je n'ai découvert que récemment, grâce à un ancien voisin qui avait vécu longtemps dans la maison à côté de la nôtre, que le dernier propriétaire s'était pendu précisément dans ce coin du sous-sol. J'ai été choqué quand j'ai entendu ça. On a très peu parlé de lui autrement. Un autre ancien propriétaire a aussi fait la même chose dans mon ancien placard. Je me souviens que ça me faisait peur d'y être, mais en y repensant maintenant, je n'ai jamais ressenti la même angoisse que celle que j'avais dans la cave. Alors peut-être qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Je ne pense pas qu'on puisse en dire autant pour l'autre, par contre. Ça fait au moins 10 ans que je ne suis pas retourné dans cette maison. Et même si j'y retournais, je ne mettrais pas les pieds dans la cave. Pendant mon service militaire, mon unité a eu un exercice. Nous avons dû prendre l'avion pendant quelques heures. Apparemment, mon unité a loué un gros avion et des pilotes de l'armée de l'air l'ont piloté. Je suppose que ces pilotes n'avaient jamais piloté de si gros avions, alors ils voulaient bien savoir ce qu'ils pouvaient faire. Au décollage, j'ai eu l'impression d'être dans une fusée tant nous sommes montés à la verticale. Ensuite, ils ont tourné l'avion comme s'ils évitèrent des missiles. Enfin, nous étions en route vers notre destination, alors je pensais que tout irait bien à partir de là. Non. Je me suis endormi et je me suis réveillé en ayant l'impression d'être en chute libre. J'étais terrifié. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée et j'ai vu l'un de mes officiers me regarder avec ce regard de Oh mon Dieu, c'est la fin sur le visage. Tous les autres dormaient encore. Je suppose que ces pilotes ont décidé de voir combien de moteurs ils pouvaient en éteindre parce que j'ai commencé à remarquer le bruit des moteurs qui s'allumaient et s'éteignaient. Leçon de vie. Ne laissez pas un pilote de chasse de l'armée de l'air piloter un gros avion civil. Le vol ne sera pas confortable.
Il y a environ 5 ans, je travaillais à la livraison, à l'enlèvement et à la récupération de meubles et d'appareils électroménagers avec l'association caritative. J'ai toujours été sceptique à propos du paranormal, mais j'adore regarder et lire des choses à ce sujet, et j'ai aussi vécu quelques événements inexpliqués moi-même. Mais cette fois-là, au travail, m'a vraiment mis mal à l'aise et m'a fait beaucoup douter. Donc c'était une journée normale, rien d'inhabituel jusqu'au dernier travail, quand nous sommes allés récupérer des objets dans une maison, et dès que j'ai franchi le portail, j'ai eu un sentiment de «il y a quelque chose qui cloche ici». Mais j'ai mis ça sur le compte d'une longue journée de travail. Alors nous sommes entrés dans la maison, moi et l'autre personne. La propriétaire était la femme la plus gentille et nous a immédiatement fait sentir les bienvenus, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte du grenier où le froid m'a soudainement frappé, comme si je tombais dans la neige. Et j'ai eu la sensation que quelqu'un m'observait lorsque j'ai atteint la dernière marche, et j'ai eu l'image dans ma tête d'un vieil homme portant un vieux pull en laine, un pantalon gris et des chaussons. Il était furieux. Je pouvais ressentir la colère et cette sensation de «sors d'ici». Encore une fois, j'ai cru à mon imagination, mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que la maison était hantée. Et pendant qu'on enlevait les meubles, je n'arrêtais pas de demander à mon collègue « Mec, tu le sens toi aussi ? Cet endroit est hanté. » Ce à quoi il a ri. Il ne croyait absolument pas au paranormal, mais quand on a sorti le dernier objet, il a fait une remarque au propriétaire pour plaisanter. « Grande vieille maison ici, hein ? Il y a eu des phénomènes étranges ?» À quoi elle a répondu sans hésiter, comme si on lui posait la question tous les jours. Oh oui, tout le temps. Alors je me suis tourné vers mon côté et j'ai dit Je te l'avais dit. Elle a continué à nous raconter ce qui s'est passé. Et alors que nous en rions, que nous sommes montés dans le van et que nous avons commencé à partir, j'ai eu la sensation que quelqu'un nous observait, même à ce moment-là. Même lorsque nous nous sommes arrêtés à un feu rouge et que nous avons attendu. Mon collègue a vérifié la feuille de travail pendant que je lisais le journal, et il ne faisait pas attention, il a raté le feu qui passait au vert. Mais alors que nous repartions, une voiture a grillé l'autre feu rouge et a percuté une voiture qui passait. La voiture était exactement à l'endroit où nous aurions dû être. Mais mes questions sont, pourquoi est-ce que je le savais ? Pourquoi ai-je vu ce vieux type ? Et c'était quoi tout ça, bon sang ? Quand j'avais 18 ans, j'allais à l'université et je louais une chambre dans une vieille maison à quelques pâtés de maisons du campus. Une seule autre chambre de la maison était louée et la fille qui y vivait passait la plupart de son temps chez son petit ami. J'avais pratiquement toute la maison pour moi tout seul. J'estimerais qu'elle a été construite entre 1910 et 1920 d'après le style et le quartier lent. Mais je pourrais me tromper. Je sais qu'elle avait environ 100 ans à l'époque et que c'était la maison la plus ancienne que j'ai jamais eue. C'était la première fois que je vivais seul, et comme c'était un si grand espace vide, je passais la plupart de mon temps dans ma chambre, derrière une porte verrouillée. Ce n'était pas vraiment effrayant ou quoi que ce soit, mais la nuit, quand j'étais seul, j'évitais de quitter ma chambre sauf si c'était absolument nécessaire. Ça donnait la même sensation d'inconfort que d'éteindre la lumière du sous-sol puis de remonter les escaliers aussi vite que possible dans le noir. Pas pour une raison réelle, mais ça faisait battre ton cœur plus vite quand même. Vers la fin de mon premier semestre, j'ai attrapé la grippe A. J'avais eu pas mal de chance avec ma santé physique jusque-là. Et c'était la pire maladie que j'ai jamais eue de ma vie. J'arrivais à peine à me lever du lit pour aller aux toilettes ou pour me nourrir. J'étais incroyablement faible, tout mon corps me faisait mal, et j'avais une forte fièvre. J'ai même développé de l'arthrite dans mes articulations comme symptôme, ce que je ne savais même pas possible. Je me souviens m'être réveillé avec une flaque de sueur accumulée dans le creux de ma gorge à un moment donné. C'était absolument dégoûtant. Quelques jours après le début de l'épreuve, je me suis réveillé et j'ai trouvé un vieil homme assis à côté de mon lit. Il n'y avait pas de chaise, mais il était très clairement en position assise. Pour une raison quelconque, je n'ai pas du tout réagi avec choc. Je n'avais absolument pas peur. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il a juste répondu « Je voulais vérifier que tu allais bien ». Je devais m'être rendormi parce que c'est tout ce dont je me souviens de cette visite.
Cela aurait très bien pu être un rêve provoqué par le Nikil ou une hallucination due à la fièvre, mais pour moi, c'était absolument réel. Il était là, il m'a parlé, et j'ai été très réconforté par sa présence. Quelques mois plus tard, un ami à moi d'une autre école est venu me rendre visite pour le week-end. Nous avons exploré la maison et trouvé une trappe menant au sous-sol. Il était rempli de vieux outils et de matériel. Mais une chose m'a particulièrement marqué sans raison apparente. Sur le mur, il y avait une armoire à pharmacie absolument remplie de vieux flacons de pilules, des choses courantes comme de l'anisin et d'autres anciennes marques que j'ai dû rechercher. Elle contenait aussi de nombreux flacons de médicaments sur ordonnance dont les étiquettes étaient trop effacées pour être lisibles. Dès que je les ai vus, j'ai tout de suite pensé à mon visiteur âgé. Je me suis demandé s'il avait peut-être déjà pris soin d'un proche malade et s'il était venu me rendre visite pendant ma maladie parce que c'était une situation familière pour lui. J'ai bien demandé au propriétaire au sujet des anciens occupants, mais il n'avait acheté la maison que quelques années plus tôt et n'en savait pas grand-chose. Je suppose que je ne le saurai jamais. Avant que mes parents ne se séparent, nous vivions dans cette immense vieille maison. Nous avons vécu dans cette vieille maison délabrée jusqu'à mes 14 ans. L'idée était de rénover cette maison vieille de presque 100 ans, mais je suppose que la vie en a décidé autrement pour mes parents. La maison avait 2 étages et toutes nos chambres étaient à l'étage supérieur. La plus grande partie du 2e étage était occupée par le grenier. C'était un grenier effrayant rempli d'objets abandonnés venant à la fois de notre famille et des anciens propriétaires. Je connaissais assez bien le grenier parce que même si j'en avais peur, mon meilleur ami et moi y cachions des choses que nous n'aurions pas dû avoir. Une batte de baseball volée, des feux d'artifice et d'autres choses que des enfants de 10 à 14 ans devraient en cacher à leurs parents. Le grenier avait une vieille porte en bois avec une clé dedans. La porte était toujours fermée à clé, sauf si quelqu'un s'y trouvait. Ma chambre partageait un mur avec ce grenier. Quand j'étais enfant, j'avais de l'insomnie, ou du moins c'est ce que les médecins disaient à mes parents. L'un de mes plus grands secrets, c'est que je dormais avec une veilleuse allumée, cachée sous les couvertures et les oreillers jusqu'à l'âge de 14 ans. Je faisais des stratégies pour dormir et faire en sorte que le lit paraisse vide, en dormant sous le matelas ou en mettant ma tête sous les oreillers. La raison ? Presque chaque nuit, j'entendais des choses bouger et se déplacer dans le grenier. Ça ressemblait souvent à quelqu'un qui faisait rouler de lourdes boules ou des boules de bowling sur le sol du grenier. Parfois j'entendais des coups frappés contre les murs, parfois j'entendais ce qui ressemblait à des chuchotements. Mon meilleur ami et moi trouvions parfois le courage d'explorer le grenier pendant la journée. Toujours avec la porte ouverte, jamais seul. J'étais obsédé par l'idée de retrouver les balles, celles que j'entendais rouler sur le sol. Je pouvais attribuer les autres bruits à ceux d'une maison, mais les balles qui roulaient et les chuchotements restaient inexpliqués. Nous n'avons jamais trouvé les balles qui roulaient, ni aucune autre source qui aurait pu l'expliquer. Je suis sûr qu'il pourrait y avoir une explication plausible, mais je n'en ai jamais trouvé. Je ne crois pas au surnaturel, mais pour une raison quelconque, j'ai encore peur en y pensant. Nous avons déménagé quand j'avais 14 ans et la première nuit après notre déménagement, j'ai dormi avec toutes les lumières éteintes, la tête sur l'oreiller. Depuis, j'ai bien dormi. J'ai parlé de ces choses avec ma mère il y a quelques années quand je lui ai parlé des bruits. Elle a pris une expression effrayée et a dit qu'elle ne voulait plus en parler.